donc elle me saute dessus et on fait l'amour. Mais non, je vais pas te croire. Si. T'avais 14 ans. J'ai 13 ans. Ouais. T'avais 13 ans. Et donc j'ai rompu avec elle et j'ai lu un livre qui s'appelle La salope éthique, qui a été une révélation. Et là je me suis dit, ok, c'est comme ça que je veux vivre. Comme une salope. Comme une salope, une grosse salope. J'ai 4 amoureuses qui elles-mêmes ont des amoureux. Elles-mêmes ont des amoureux. Ouais. D'accord. Donc là, tu as proposé à l'une d'entre elles de devenir la mère de tes enfants. Exactement. Avec un gros porc comme toi, c'est évident qu'elle est là pour ton portefeuille. Ok. Et ma meuf a vu ce commentaire. Elle a été répondre mon ex était milliardaire, Oussama il est pauvre. Si c'était pour l'argent, ce serait pas avec lui. Ok. Elles savent ce qu'elles veulent sexuellement. Et apparemment, elles sont très très satisfaites du robot. Et résultat, c'est comme une sorte de sextoys extrêmement amélioré. En fait. Genre, tu peux l'accessoiriser comme tu veux. Exactement. Exactement. Tu peux choisir la taille du sexe, tu peux choisir plein de choses. Très souvent, dans ce club, les gens font l'amour en public. Mais non. Et les gens, ils boivent leur verre et ils regardent. Voilà, exactement. Si. J'étais dans une maison où il devait y avoir 300 personnes. 300 personnes. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur Siam TV. Alors aujourd'hui, je suis trop contente. Je suis en date avec Oussama Ammar. Comment tu vas? Super, et toi? Bah ouais, je suis trop contente que tu sois venu. C'est gentil, merci pour l'invitation. Bah ça fait longtemps en plus que je t'avais proposé. Hein. Ouais, bah écoute, tu voyages. Vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Comment tu vas aujourd'hui? Tout va bien dans ta vie? Tout va bien. Et toi? Bah ouais, ça va, tranquille. Je suis ravie que tu sois là. Bah écoute, je sais qu'il y a énormément de personnes qui te connaissent sur les réseaux, de par tes vidéos, ta vie d'entrepreneur, etc. Est-ce que tu peux quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Oussama, j'ai 38 ans. Ouais. J'ai grandi en France après être né au Liban et quelques années en Afrique. J'ai toujours été entrepreneur. J'ai commencé à travailler très tôt. J'ai vendu un site internet pour la première fois quand j'avais 12 ans. J'ai fait ma première plateforme web quand j'avais 16 ans, donc j'ai été entrepreneur. Et la plus grande aventure jusqu'à présent qui m'est arrivée, c'est qu'en 2010, en 2013, pardon, j'ai créé une société qui s'appelle The Family, qui est devenue assez grosse et qui a accompagné des milliers d'entrepreneurs en Europe à se lancer. Et puis en 2020, je suis parti m'installer à Dubaï sur fond de scandale. Ah ouais, pourquoi? Ouais, parce que mes associés m'ont attaqué en justice et on se déchiquette en public depuis. Ouais, j'ai cru comprendre qu'en ce moment, c'était un peu tendu. Voilà. Mais bon, ça c'est la vie médiatique. La vérité, c'est que ma vie à moi est assez paisible. Je suis redevenu entrepreneur et j'ai créé une société de création de dessins animés en IA que je développe tranquillement dans mon coin. Bah ouais, j'ai vu, c'est très stylé en tout cas. Vous avez déjà commencé à faire Alors on a une première prod qui tourne. L'idée c'est que en fait, mon intuition c'est que il va se passer dans les dessins animés ce qui s'est passé dans les startups. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, pour créer une startup, il fallait mettre beaucoup d'argent sur la table. Il fallait passer des années à travailler sans être sûr du résultat. Et puis en fait, petit à petit, les coûts de fabrication d'une startup se sont écroulés. Et donc la nouvelle génération d'entrepreneurs, à partir des années 2010, quand j'ai commencé moi, ils pouvaient tester immédiatement une idée, voir si ça marche. Si ça marche, aller lever un petit peu de fonds. Et donc d'être beaucoup plus itératif. Pas besoin de rester 5 ans dans une cave. Aujourd'hui, quand tu fais un Pixar, je ne sais pas si tu te rends compte, mais un Pixar, ça coûte... Ça coûte énormément d'argent, parce que moi, juste pour le générique d'une de mes émissions, Confidence, j'ai fait un petit générique en dessin animé. Alors ça, avant, quand il n'y avait pas l'IA, je l'ai fait en 2017, il me semble. Ah, ça a coûté une fortune. Une fortune, genre ça un m'a Pixar, coûté ça coûte cher. 2 millions de dollars la minute. De ouf. Une minute de Pixar, c'est 2 millions de dollars. C'est un truc de ouf. Et donc, en fait, c'est beaucoup de risques. Donc, tu peux pas raconter des histoires. Ça doit être très mainstream, ça doit plaire à tout le monde. Et nous, en fait, on est capable de produire pour moins de 5 000 € la minute. Et donc, ça change la façon dont tu produis. Tout. Parce que résultat, tu peux commencer sur les réseaux sociaux. Tu peux tester tes idées. Donc, nous, notre process, c'est qu'on teste les personnages, d'abord sur les réseaux sociaux. Ensuite, on regarde les gens, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. On teste des histoires sur YouTube. Et si ça marche, on fait des séries sur Netflix. Et si ça marche, on va faire un film au cinéma. Et donc, en fait, tu fais le chemin complètement inverse. Là où, ailleurs, on commence au cinéma. Et si ça marche pas, c'est terrible. Et si ça marche,
on fait des dérivés, des séries télé, etc. Ouais, la prise de risque, elle est quand même beaucoup moins forte. Beaucoup moins forte, ouais. Okay, et donc, tu peux tester des idées plus originales, plus urbaines, plus niches. Tu vois, par exemple, donc là, on a un premier dessin animé qui tourne en ce moment, qui s'appelle Les Gloops. Et par exemple, là, moi, je travaille sur une série qui raconte l'histoire du Liban. Ah ouais, ok. Et à l'Antiquité. Donc, tu vois, ça, c'est un truc que j'aurais jamais pu faire financer par le réseau classique. Ouais, et puis là, donc, du coup, c'est pas un petit peu... c'est pas des personnages, là, pour ta série sur le Liban. Bien sûr. C'est des personnages animés. Ouais, des personnages animés qu'on est en train de créer. J'aimerais bien voir à quoi ça va ressembler. Ça sort en octobre, là, les premiers personnages. C'est un peu comme un jeu vidéo, du coup, ça va ressembler à quoi? Non, c'est sur les réseaux, sous format de short. En fait, le short, c'est un format incroyable. Ouais. Parce que tu vois tout de suite s'il y a de l'engagement ou pas, si les gens accrochent ou pas. Par exemple, tu vois, sur les Gloops, on teste les couleurs, on fait une série, on va tester 10 couleurs différentes pour découvrir l'engagement qui en plaît le plus aux gens. D'accord. Donc ça, c'est incroyable, tu vois, de pouvoir tester les couleurs, de pouvoir tester les gags, de pouvoir tester les personnages. Et on observe beaucoup, c'est-à-dire que, par exemple, on va introduire un personnage, puis on va voir, est-ce que les gens en message privé vont dire, mais c'est qui, c'est quoi son histoire? Est-ce qu'il suscite la curiosité? Donc tu es dans un process où tu es vraiment en contact direct avec le public. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Alors, je ne sais pas si tu as l'habitude de parler d'amour. Est-ce que c'est... Non, je l'ai fait 2 fois sur YouTube pour l'instant. Ouais. Donc, est-ce que t'aimes bien parler d'amour, que ce soit pas forcément sur YouTube, mais... Je suis un grand amoureux de l'amour. Ah, d'accord, ok. Bah, j'ai plein de questions pour toi. Avec plaisir, avec plaisir. Trop bien. Mais écoute, déjà, première question. Toi, qui es connu pour être un entrepreneur à succès, c'est quoi la grande différence entre entreprendre dans le business et entreprendre dans l'amour? Aucune. Aucune? Et c'est vraiment, moi, la grande découverte de ma vie. Ouais. Ma vie a commencé à être extraordinaire sur le point perso le jour où j'ai commencé à me dire, attends, tout ce que je sais faire du point pro, je vais le faire dans le perso. Ok. Et ça a vraiment... tu vois, j'utilise Google Agenda pour ma vie perso et ma vie pro. Oui, d'ailleurs, tu m'as demandé de t'inviter sur Google Agenda, j'avais même pas moi. Tu vois, j'utilise les mêmes... les mêmes techniques, mais pas avec les mêmes mots. J'ai pas poussé le vice. J'ai des amis, ils font des boards de couple. Je trouve que le vocabulaire ne s'adapte pas. Bah ouais, c'est quand même assez différent. Mais non, c'est pas différent. C'est de l'hypocrisie de dire que c'est différent. Parce qu'en fait, je trouve que l'amour, c'est un vrai test d'intelligence. Parce qu'il y a un immense décalage entre ce que tu penses que ça doit être, ce que tu constates que c'est, et ce que tu vis réellement. Et comme tout le monde ment, tu vis beaucoup sous la pression de ce que ça devrait être. Et le vrai test d'intelligence, c'est d'arrêter d'écouter les gens, d'observer, de t'écouter toi, et de trouver ton propre chemin. Et tous les gens que je connaisse qui sont heureux en amour, sont des gens qui, à un moment ou à un autre, ont arrêté d'écouter le schéma. Ouais. Et j'en sais quelque chose, parce que j'ai vécu, moi, dans ce schéma. Je viens d'une famille libanaise. Donc, c'est quoi, alors, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais c'est quoi une famille libanaise traditionnelle? C'est assez simple. On se marie sur un mensonge, on n'est surtout pas heureux en couple, mais on garde les apparences devant la famille pour rendre tout le monde heureux. Et donc c'est l'idée qu'en fait ton bonheur compte pas vraiment beaucoup, ce qui compte, c'est ce que ça représente pour ta famille. Est-ce qu'elle est de bonne famille? Est-ce qu'elle a fait les bonnes études? Est-ce que quand tu la sors, en fait, elle représente ce que ta famille projette sur toi? Mais en fait, est-ce que vraiment ce qu'elle projette te rend heureux? Alors, des fois oui, des fois non, mais justement, c'est pas le critère. Et en fait, pour un parent libanais moyen, et je le dis avec tout l'amour du monde, hein, ma mère est comme ça, hein, elle se rend même pas compte. En fait, le bonheur des enfants, c'est très abstrait. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que je vais raconter à ma prochaine réunion de femmes entre nous, et ce qu'on va pouvoir. Et ce qui est marrant, c'est que ça donne un taux de dépression secret assez élevé. En plus, dans des pays où c'est très tabou de parler de ça. Tu vois, les Libanais, dire qu'ils sont dépressifs ou que ça va pas, ou que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. C'est pour ça qu'ils ont une grande joie de vivre. Hein. C'est cette pression sociale qui force, en fait, à voir le bon côté des choses. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est un bon trait de caractère, mais il faut savoir le limiter par le vrai test d'intelligence qui est, ok, c'est très bien, j'ai aussi une vie, je suis aussi responsable de mes décisions.
c'est très facile de mettre sur le dos de la pression, sur le dos de la société, sur le dos du qu'en dira-t-on, la façon dont je dois vivre. Mais moi, à un moment donné, je suis responsable de mes décisions et donc il faut que je trouve mon propre modèle. Bien sûr. Et ma façon d'être heureux. Et c'est vrai que moi, ma grande leçon d'avoir voulu faire plaisir à mon entourage, j'ai passé 4 ans à être malheureux en faisant plaisir à mon entourage. Un jour, je me suis dit, mais en fait... c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. S'ils doivent être malheureux pour que je sois heureux, bah, je préfère être heureux qu'ils soient malheureux, c'est pas grave. Ouais, je comprends, Je comprends tout à fait, Ok. T'as l'air d'être quelqu'un qui est quand même assez en maîtrise de tes émotions. Est-ce que ça t'arrive des fois d'être overwhelmed, tu vois? Bien sûr, mais mais je suis même... Moi, je suis un homme à papillons dans le ventre. Ah ouais? C'est vrai que j'aime beaucoup cette sensation de tomber amoureux. Ok. C'est quoi ton signe astrologique? Je suis balance, ascendant lion. mais effectivement, en fait, c'est pas parce... En fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas parce que tu vivais des émotions fortes que tu avais besoin de faire des choses stupides. Ouais. J'ai l'impression que souvent on se dit, si on est un émotif, on a besoin de faire des conneries. On a besoin d'être stupide, on a besoin de... Alors qu'en fait, et ça je l'ai appris au Japon, en voyageant beaucoup au Japon, les gens les plus loufoques du monde sont sans doute les Japonais. Ok. Alors que c'est sans doute la société la plus conformiste du monde. Ok. Et ce paradoxe, il est hyper intéressant. Bah Pourquoi? c'est fou. En fait, un Japonais qui est loufoque, il est loufoque pour lui, et la société est tellement conformiste qu'il sait très bien qu'il ne la changera pas. Chez tous les loufoques occidentaux, il y a toujours cette volonté, dans leur loufoquerie, d'être accepté, d'être reconnu. Ouais, c'est grave ça. Tu vois, un perpétuel quête de validation. De validation, etc. Alors que les Japonais, si tu veux, un Japonais loufoque, tu vas à Osaka, par exemple, où il y a beaucoup de loufoques, c'est sans doute l'endroit où il y a le plus de loufoques au Japon. Tu vois des gens qui ont des cheveux, des machins, des tenues. En fait, ils savent qu'ils sont dans la contre-culture et que jamais la culture japonaise les acceptera. Et comme ils ont fait ce pas, il n'y a pas de validation possible. Ils savent qu'elle ne viendra jamais et commencent leur propre chemin, en fait. Et je pense que c'est la même chose sur les émotions. C'est qu'en fait, j'ai compris que je pouvais me laisser aller à mes émotions, etc. parce qu'elles n'impactaient à aucun moment le reste de ma vie. C'est pas parce que j'ai des papillons dans le ventre et que je suis très très bien avec une fille que je vais m'arrêter de travailler. Dans le cas contraire, si tu es très très mal, est-ce que ça va t'impacter dans le business étant donné que tu as quand même un cœur sensible? Jamais. Je peux aller très très mal et continuer à travailler. Ah mais c'est bien ça, comment tu fais du coup? Parce qu'il faut dissocier les deux. En fait, souvent, j'ai l'impression que quand tu vas mal, les gens sont pas capables de faire quelque chose parce qu'ils veulent lutter contre le fait d'aller mal. Mais si tu acceptes vraiment le fait d'aller mal, pour de vrai, de vraiment ressentir la douleur et de vraiment sombrer, tu peux te mettre en mode pilote automatique et faire plein de choses à côté. D'accord. Parce que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. C'est vraiment cette capacité à vivre les choses avec sincérité. Et c'est vrai que la peur d'avoir mal dans les émotions, ça fait faire beaucoup, beaucoup de choses stupides aux gens. Moi, j'entends des gens... Par exemple, les gens ne vivent pas des choses parce qu'ils ont peur que ça finisse. Par exemple... Mais de ouf! Et beaucoup d'hommes aussi, malgré tout, surtout les hommes. Qui se sabotent dès qu'ils peuvent entreprendre une relation parce qu'ils ont peur de souffrir. On ne devrait jamais juger la qualité d'une relation à sa durée et à sa longueur. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Tu peux vivre un truc incroyable d'un week-end, c'est vrai, comme tu peux vivre une semaine, un mois. Et souvent, en fait, cette volonté de vouloir contrôler... par exemple... réprimer ses émotions, exactement. disséquer tout ce que la personne fait pour pas tomber dans le truc. Et pareil, alors ça c'est un truc que j'ai appris en tant qu'amoureux, c'est... Moi je ne supporte pas les joueurs. C'est-à-dire tout ce truc de... les stratégies, tout ça, j'attends avant de lui répondre, j'attends... non mais... Et c'est vrai que moi j'ai daté des gars de mon âge et des gars plus jeunes que moi, parce que ça m'arrive de dater des gars plus jeunes que moi. Écoute. Et j'ai remarqué que, tu vois, la génération en dessous de nous, ils sont vachement dans les stratégies, quoi. Forcément. Alors que quand je date des gars de mon âge, non, on se parle de façon fluide, on s'appelle, on s'envoie des messages, on se téléphone. Et les gars qui ont en dessous de 30 ans,
j'ai remarqué, c'est toujours comment on appelle, des stratégies. Elle a mis 1 heure à me répondre, bah, je vais lui répondre dans 3 heures. Elle fait ça, je fais ça. Ah, elle m'a enlevé sa localisation, bah, je vais pas lui parler pendant 2 jours. Des trucs de gamin, quoi. Avec les filles, c'est pareil. Ouais, si tu dates des plus jeunes, c'est quoi la différence entre dater une meuf dans la vingtaine et dater une meuf dans la trentaine? Pour être honnête, j'ai jamais vu ça comme un critère d'âge. Ah ouais? Ouais, j'ai toujours vu ça comme un critère de... Je pense que dans toute génération... Il y a des codes. T'as un petit pourcentage de gens qui vivent dans la manipulation. Un grand pourcentage de gens qui vivent dans la manipulation, un petit pourcentage qui vivent dans l'authenticité. Moi, j'essaie de trouver tout de suite les gens très authentiques. Et de toute façon, de par ma personnalité, de par ma façon de faire, si t'es pas authentique, si tu cherches à manipuler, etc., tu te prends des murs immenses avec moi, en fait. Donc, en fait... T'as un radar, maintenant, t'arrives à c'est plus qu'un radar, c'est un filtre, en fait. C'est qu'en fait, je suis tellement honnête et brutalement honnête, de par mon mode de vie, tu vois, qu'en fait, à quoi tu veux jouer, en fait, c'est fini. Tu vois, si tu me plais, je te dis que tu me plais. Si tu me gonfles, je te dis que tu me gonfles. Enfin, tu vois, t'es entier. Je suis très, très entier. Et donc, en fait... Et souvent, les gens me disent, oui, mais la séduction et tout, mais c'est pas ça, la séduction. La séduction, pour moi, la vraie séduction, c'est le fait de prendre soin de l'autre. Il n'y a pas vraiment de forme plus suprême. Et d'ailleurs, cette abnégation temporaire, quand tu mets l'autre sur ce moment où tu décides que l'autre est plus important que toi-même, qui doit forcément être temporaire et conditionnel pour que ce soit sain. Bah oui, parce que sinon, tu n'existes plus. Mais ce cadeau que tu fais, pour moi, c'est ça la vraie séduction. La vraie séduction, c'est ce moment où tu décides que l'autre est dans ce petit instant de temps la personne la plus importante du monde. Waouh, c'est beau ce qu'il dit, hein, franchement, les gars. Je valide. On a à manger si tu veux te servir, parce que... Donc tu nous as fait libanais? Des petits plats libanais, parce que pour faire honneur à tes origines. C'est gentil. Je suis ravie en tout cas de t'avoir parmi nous, parce que c'est vrai que tu as énormément de petites anecdotes à nous raconter. Et je voulais savoir déjà, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es tombé amoureux? Comme si c'était hier. Comme si c'était hier, carrément. T'avais quel âge et c'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? On veut tout savoir. J'avais 8 ans. 8 ans? Trop choupiné, vas-y, raconte. Mais la fille dont j'étais amoureux ne l'a jamais su, donc ça va être marrant. Alors, il faut que tu dises un nom, alors. Elle s'appelait Aïssou. Aïssou? C'était en Afrique? Non, c'était en France. T'as vécu en Afrique? Moi, j'ai vécu en Afrique, mais c'était en France. Ok, raconte. Elle était turque. Rien, c'était la plus jolie fille de la classe. Ok. Je me souviens d'être rentré, d'avoir dit à ma mère que j'étais amoureux. Ouais. Ce qui a beaucoup fait rire ma mère. J'ai la chance d'avoir une mère incroyable, très libérale, très ouverte. Et ma sœur, donc j'ai une grande sœur qui a 12 ans de plus que moi, m'a donné, je pense, les pires conseils du monde. Ok. Parce qu'en fait, ma sœur m'a dit, écoute, si t'es amoureux d'elle, en fait, comme on prenait le bus ensemble, on me dit, il faut que tu te mettes devant elle dans le bus, et puis quand le bus, il freine, tu te laisses tomber sur elle, tu fais un bisou. C'est con. Dans la tête, je me disais, ça a l'air bizarre quand même. C'est comme ça que ça se passe et tout. Et puis, donc, j'ai pris le bus avec elle. Puis, à un moment, le mec a freiné, et puis j'étais terrorisé de tomber sur elle. Donc, j'ai rien fait du tout. Et donc, voilà. Mais je pense que j'ai passé une bonne année à être amoureux de cette fille. D'accord. Mais j'ai jamais osé lui dire. Pourquoi? Je sais pas, j'étais terrorisé. J'avais 8 ans. Et donc, je me voyais pas... Mais c'est quand que tu as eu le courage d'annoncer ta flamme, pas forcément sur cette histoire-là, mais après, peut-être à l'adolescence, ça se passait comment avec des filles? Alors, j'ai une histoire un peu... j'ai une histoire un peu marrante, parce qu'en fait, ma première vraie petite amie, ça s'est fait sur un malentendu immense. Ah ouais? Ouais. J'ai une dynamique familiale un peu compliquée. J'ai des frères et sœurs qui sont d'un premier mariage de ma mère. Ok. Qui sont beaucoup plus vieux que moi. D'accord. Et donc j'ai un frère qui a 20 ans de plus que moi. Ok. Et ce frère, je vais pas le voir de l'âge de 4 à 12 ans. Je vais pas le voir une fois. Mais de l'âge de 4 à 12 ans, il n'y a pas une semaine où il va pas m'appeler au téléphone. D'accord. Pour te dire à quel point on était proches.
Mais l'époque, il sortait d'Afrique, il avait eu des problèmes financiers, il s'est refait tout. Et en fait, quand j'avais 12 ans, il est redevenu riche. D'accord. Je dis redevenu parce qu'il était riche avant, puis il redevient riche. Ok. Et je suis en 5e, je passe en 4e. Et je commence à être un petit peu ado, un peu stupide. Et puis, j'avais piraté les ordis de mon collège. J'avais foutu un peu le bordel. Ok. Et ma mère, elle me voyait déjà grand criminel. Grand banditisme. Ouais, grand banditisme. Elle s'est dit, il va mal tourner, il n'a pas d'homme dans sa vie. Elle s'est fait un trip en mode... Et donc, elle a appelé mon frère aîné et elle lui a dit, voilà, je te l'envoie, t'as intérêt de le discipliner et tout. Okay. Et donc, je suis parti au Brésil entre l'âge de 13 et 14 ans, quoi, entre la 5e et là, t'es devenu un homme, genre. Exactement. Et donc, en fait, j'arrive au Brésil et mon frère... Alors déjà, mon frère, il me discipline de rien du tout. Il est mort de rire. Si tu veux, lui, il est en mode... mon frère, il s'est piraté des ordis, c'est un ouf. Et donc, à l'époque, mon frère avait une boîte de télécom. Il avait ouvert une entreprise de télécommunications. Et il me dit, bah écoute, tu vas venir tous les jours au bureau avec moi. Puis on va dire... il me dit, au fait, t'as quel âge? Je lui dis, bah, j'ai 13 ans. Il me dit, non, t'as pas 13 ans. T'as 18 ans, parce que sinon c'est trop d'emmerde d'expliquer aux gens que t'es mineur et tout. On va dire que t'as 18 ans. Et c'est vrai que j'avais l'air beaucoup plus vieux que mes 13 ans. Et donc, quand on disait aux gens que j'avais 18 ans, ils se disaient que j'étais un mec qui avait 18 ans, qui avait l'air très jeune. Okay. Tu vois, je disais, c'est il y a des petits problèmes de croissance, tu vois. Okay. Mais c'était pas... C'était pas flag. C'était pas flag, tu pouvais te dire, ouais, pourquoi pas. Et donc là, je vais découvrir la grande vie. Ok. Puisqu'en fait, grosso modo, mon frère travaillait énormément et sortait tous les soirs. Ah ouais? Ouais, il avait une vie, je pense qu'il avait... Et puis, à l'époque, mon frère devait avoir une petite amie par semaine. C'est très grand séducteur. Ah ouais, ok. Et moi, je regardais ça et je me disais, mais attends, mais c'est incroyable la vie, quoi. Ah ouais. Et en fait, à une soirée, il y a une fille qui avait 18 ans, qui était brésilienne, que mon frère me présente. Et donc mon frère, il en fait des caisses, quoi. Tu vois, il dit, mon frère, il a 18 ans, c'est un petit génie, il va travailler avec mes ingénieurs. Et alors à l'époque, mon frère dépensait beaucoup d'argent en informatique, et je lui avais résolu un problème qui lui avait fait économiser pas mal d'argent. Et si tu veux, lui, il était en mode, mon frère, il est incroyable, quoi. Bah ouais. Et il raconte tout ça à la fille, et la fille est extrêmement impressionnée. Et je sais pas, je passe un peu de temps avec cette fille, et puis c'est une Brésilienne. Ok. Et le Brésil, c'est très différent de la France. C'est très caliente, quoi. C'est très caliente. Et donc, elle me saute dessus et on fait l'amour. Mais non, je vais pas te croire. Si. T'avais 14. J'ai 13 ans. Ouais. T'avais 13 ans. Et donc, mais dis donc. Moi, j'adore. Je me dis, mais en fait, c'est génial. Ah. Et donc, bah, évidemment. Mais t'étais pas stressé, genre à 13 ans et tout. Stressé de rien du tout. J'ai même pas eu le temps d'être stressé. T'as même pas eu le temps, ok. Elle s'est jetée sur moi, quoi. Enfin, ah ouais. Mais d'une façon qui n'existe qu'au Brésil, en fait. Ah, très casual. Et en fait, cette fille, elle va commencer à m'inviter, puis après, on va sortir, puis elle va me présenter une de ses copines, et puis je vais sortir avec sa copine. Mais je peux pas te croire. Je te jure. Genre, ça s'échange les copains là-bas. Bah oui, ouais. Okay. Clairement, ouais. D'accord. Et puis, elle avait pas l'impression d'être avec moi, tu vois. Pour elle, elle était à une soirée, tu vois. C'était très casual, tout ça. Puis elle me trouvait marrant, enfin. Tu vois, elle m'appelait le petit français. Il y avait un truc exotique, quoi. Ok. Et donc, je passe un été, mais je ne veux plus rentrer. Bah, tu m'étonnes, à 13 ans. Je ne veux plus rentrer. Tu pécho des meufs comme ça. Et là, on me renvoie à Tours, dans mon collège. Je te dis pas la descente. Bah, après, genre, ta perspective... Ah, mais laisse tomber. C'est complètement différent. C'est horrible. Et c'est le moment où j'ai commencé, moi, à avoir l'impression d'être fou. Parce que j'ai commencé à raconter des histoires aux gens en disant, bah voilà ce que je viens de vivre au Brésil et tout, et mes potes étaient, ouais, c'est ça. Ouais, donc, les mythomanes, ouais. Ok, ouais. Et j'étais là, bon, ok, alors je sais pas quoi te dire. Mais moi, je savais ce que j'avais vécu, bah, en fait. Et bon, donc la seule chose que j'attendais, c'était l'été d'après, pour retourner au Brésil. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ma relation avec les femmes, c'était l'été au Brésil, de l'âge de 13 à 18 ans, où en fait... c'était ma vie, en fait. C'était ça, ouais. T'attendais avec impatience, quoi. Ça m'a développé énormément. Donc, autant à Issou, j'avais peur de lui parler. Autant là, j'avais plus du tout de gêne avec les filles, Mais ça t'a débloqué, quoi. Ah oui, ça m'a débloqué, oui, c'est le mot, ouais.
Mais c'est ça, en fait, c'est complètement ça, tu vois. Ouais, exactement. Punaise, ok. À l'adolescence, en fait, c'était vraiment deux mondes complètement différents. Tu avais ta vie au Brésil et ta vie à Tours. Ma vie en France, ouais. Ok. Et t'es quand même tombé amoureux à Tours ou pas du tout? Non, alors, pas du tout. La fois d'après où je tombe amoureux, donc je vais pas tomber amoureux pendant longtemps. Et je vais tomber amoureux en prépa. Ok. Donc je suis en prépa, je tombe amoureux d'une fille. Et on va s'installer ensemble. Et après, elle va tomber amoureuse de mon meilleur ami. Ouais. Et donc, ça a été ma première... Premier cœur brisé? Alors, oui et non. Alors, je peux te le raconter parce que c'est un peu la naissance du polyamoureux, en fait. Parce qu'il est polyamoureux, les amis. On va vous en parler après. Mais donc, je suis avec cette fille qui développe des sentiments pour ce garçon. Wow. Et moi, on vivait, en fait, ce garçon vivait chez nous, c'était temporaire. Oh là 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 là. Et c'était mon meilleur ami, mais vraiment mon meilleur ami, tu vois. Ouais. Enfin, c'est toujours mon meilleur ami, d'ailleurs. Ouais. Il est toujours avec elle? Oui, il est toujours avec elle. Ah, mais c'est bon, alors, heureusement. Et donc, à l'époque, j'en parlais un peu autour de moi. Je disais, voilà, je crois que ma meuf, elle me trompe, qu'est-ce que je devrais faire et tout. Et alors, la réponse était unanime. Que je demande à ma famille, à mes amis, etc., c'était toujours la même réponse. C'était, faut lui tondre les cheveux, lui, il faut lui couper les couilles, et il faut les virer de chez toi, quoi. Ah ouais, ok. Et c'était comme ça qu'un homme, tu vois, devait répondre, quoi. Bon, moi, je me disais, ouais, ok, je sais pas de truc. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris. Un jour, je me suis assis avec eux. Je leur ai dit, bon, asseyez-vous. En fait, souvent dans ma vie, quand j'ai des choix comme ça à faire, j'essaye de me représenter émotionnellement comme le multivers, en fait. De me dire, cette décision-là, elle va créer un monde, et dans quel monde j'ai envie de vivre. Ok. Et donc, j'ai dit, voilà, j'ai une vue très claire du monde dans lequel tout le monde me demande de vivre, qui est un monde de violence, qui est un monde de haine, qui est de vous en vouloir, de quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. Ok. Parce que c'est pas de ma faute s'ils sont tombés amoureux, c'est pas de leur faute s'ils sont tombés amoureux. Je veux dire, des fois dans la vie, t'es avec quelqu'un et tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre. Je veux dire, on se comporte tous en mode c'est un drame, ça arrive tout le temps. Et en plus de qui on tombe amoureux, des amis. Je veux dire, tout le monde entend des histoires. Ah, il a couché avec ma meilleure amie. C'est normal. La sœur, des fois, le frère et tout. On passe notre vie ensemble. Donc, c'est normal. Et là, eux, c'était le cas. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que c'était mon meilleur ami et c'était ma meuf. Et puis, ils ne pouvaient pas se blairer. Et en plus, lui, bon, il n'avait pas de meuf, etc. Puis il avait un problème avec les meufs, il n'aimait pas les meufs et tout. Et donc, je les ai assis et je leur ai dit, attendez... Vous vous rendez pas compte, vous avez plein de points communs et tout. Et je les ai réconciliés une fois. Tu les as bien réconciliés, du coup. C'est ce que je me suis dit. Et donc, à ce moment-là, j'aurais dit, voilà, ça c'est le chemin que tout le monde me dit. Ok, très bien. Et puis, il y a un autre chemin dont personne ne m'a parlé. Si je vous donne ma bénédiction, on reste amis. À l'époque, on vivait... c'est marrant parce que moi, mon ami vivait sur le fauteuil. C'était une sorte de mini-duplex. Et nous, on avait une chambre à l'étage. Et je dis, bah... Du coup, t'as fini sur le fauteuil. Moi, je vais sur le fauteuil et toi, tu vas dans la chambre, tu vois. Puis on regarde Attends, mais ça t'a pas blessé? Ça t'a pas fait mal au cœur Moi, ma théorie, c'est que si tu aimes quelqu'un et que tu t'aimes pas toi, si vraiment tu aimes quelqu'un... Et que tu t'aimes pas toi, Bah, en fait, le sujet, c'est qu'il soit heureux, puis elle avait l'air très heureuse. Mais c'est fou d'avoir cette maturité émotionnelle à un si jeune âge, quoi. Ouais, en même temps, je me disais... Moi, je le voyais pas comme ça, je le voyais comme... J'ai pas envie de vivre le monde que tout le monde veut m'imposer. Ouais, ok. J'ai pas envie de vivre ce truc que tout le monde me dit. Et tout le monde me dit, c'est la bonne chose à faire. Alors, évidemment, tout le monde s'est moqué de moi. Tout le monde m'a humilié. C'était assez marrant à vivre d'ailleurs, tu vois. Genre, tu aimais, ah ouais, mais c'était pas ta meuf, donc ton meilleur pote baisse ta meuf. Tu vois. Il y avait un côté de ces territoires, en fait. C'est méchant. Ouais, mais les gens sont ridicules. Bah parce qu'en fait, c'est leur projet, enfin la projection de leurs propres insécurités. En attendant, ils sont des hommes virils et malheureux. Et moi, j'étais un homme pas viril et très heureux. Et en fait, j'ai gardé mes deux meilleurs amis. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble.
Bah, tu vois. Et donc, comme quoi j'ai eu un bon instinct sur le fait que c'était réel, que leur amour était réel. Et en fait, c'était incroyable. Et moi, ce jour-là, je me suis dit, mais attends, on ne raconte pas beaucoup de conneries quand même. Ouais, on nous raconte Parce qu'il y a un moment, tu vois, ce qu'on te dit être la bonne chose à faire crée beaucoup de malheur. C'est vrai. Et ce qu'on te dit être une chose complètement folle et tout, alors que c'était juste la fin d'une histoire, le début de quelque chose de nouveau, crée beaucoup de bonheur. C'est vrai. Et donc moi, j'ai toujours eu cette force de résister aux signaux de la société. En fait, moi, j'ai l'impression que la société nous impose un cadre qu'on doit suivre. Mais là, on parle d'amour, on parle pas de possession, tu vois. Je veux dire, personne n'appartient à personne. C'est pas parce que tu as un anneau au doigt que c'est ta propriété, que la personne ne peut pas forcément vriller à un moment donné dans son cheminement personnel. Tout le monde se comporte comme ça. Mais c'est ça, en fait. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils ont envie de s'appartenir et qu'ils oublient trop souvent de s'aimer pour les bonnes raisons, en fait. Exactement. Ouais. C'est un vrai c'était mon premier amour. Ouais. Ensuite, je suis tombé amoureux d'une Brésilienne. Ah, les Brésiliennes, c'est... Alors, c'est la première fois que je tombais amoureux d'une Brésilienne. Ouais, parce que d'habitude, c'est juste... C'était très transactionnel, mais cette fois-là, je suis tombé amoureux. Mais cette fois-là, je suis tombé vraiment très amoureux. Et j'ai fait une bêtise immense. Qu'est-ce que t'as fait? En fait... T'as couché avec sa mère? Non. J'étais avec elle, on était très bien. Je suis tombé amoureux, on était à distance. Et je suis tombé amoureux d'une autre fille. Ok. Et je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai ghosté parce que j'ai pas osé lui dire que j'étais amoureux d'une autre fille. Ah, j'avoue, c'est chaud. C'est horrible. Ne ghostez pas les gens, les amis. Tu peux pas savoir à quel point j'en ai eu honte. Ah ouais. Jusqu'à aujourd'hui, rien que de te raconter ça, je porte encore, 14 ans plus tard, le poids de la honte. Ah ouais? Ouais. Et genre, elle a cherché à avoir des explications. Bien sûr. Mais pourquoi tu lui as pas dit? Je sais pas. Il y a un truc à sauter. Ah ouais? Ouais. Une sorte d'immense lâcheté. D'ailleurs, je me suis rendu compte à quel point j'étais lâche et faible. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur moi. Et tu t'es jamais expliqué avec elle si, après par la suite? J'ai écrit des dizaines de lettres d'excuses. Mais elle a accepté tes excuses? Non, elle m'a... Ah, tu l'as vraiment... Elle m'a torturé. Mais elle a raison, enfin... Ouais, tu l'as fait mal, quoi. Elle a un droit à vie de me détester, enfin, c'est les trucs. Et donc, je suis sorti avec donc, je suis tombé amoureux de cette troisième fille. D'accord. Qui a été la pire histoire de ma vie. Donc là, j'ai découvert ce qu'était l'amour toxique. Le karma. J'ai découvert ce qu'était le karma. Ouais, le karma. Donc, amour très toxique. Avec tout ce qui va... les drames... Ça ressemble à quoi, un amour toxique? Ta définition... Ma définition d'amour toxique, tu sors avec quelqu'un dont la seule volonté est de détruire ta vie comme elle détruit la sienne. Ah ouais, ok. Et donc, elle crée du drama en permanence. Ok. À ce moment-là, pour te dire, j'ai perdu mes meilleurs amis. Ils ne pouvaient plus me supporter à cause d'elle, en fait. Ok. Et puis, en fait, au bout de 2 ans, j'ai compris. Et là, je suis sorti et je suis tombé amoureux de celle qui va devenir ma femme. D'accord. Et là, l'impasse, elle est incroyable. Elle est belle, elle est intelligente. Elle est vraiment formidable. C'était une très très belle relation. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas être monogame, en fait. D'accord. Et là, j'ai pris bon courage à 2 mains. J'ai rompu, je suis devenu polyamoureux. Et donc, tu as rompu par rapport au fait que tu as peut-être été infidèle avec elle, c'est ça? Non, alors j'ai jamais été infidèle avec elle, mais j'avais envie d'être infidèle. Tu avais envie d'être infidèle et justement, je voulais pas être ce genre de mari. Et tu voulais pas lui proposer une alternative? J'ai tout essayé. Genre, elle voulait pas. J'ai tout essayé. T'étais en égo? J'ai essayé de laisser des livres d'Esther Perel à la maison. Je regardais, je mettais sur son ordi des vidéos YouTube d'Esther Perel qui parlaient du polyamour. Enfin, elle parle plutôt de couple libre. Contrat libre et tout. Okay. J'étais prêt à tout, en fait. Puis en plus, j'étais pas jaloux. Moi, si elle avait eu un amant, j'aurais été très heureux, tu vois. Mais c'était pas son délire. Quoi. Alors, franchement, c'est fou juste la phrase de dire si jamais sachant qu'elle était en couple avec toi, elle aurait eu un autre amour, t'étais pas jaloux? Non, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment... Et donc, j'ai rompu avec elle et j'ai lu un livre qui s'appelle La salope éthique, qui a été une révélation. Et là, je me suis dit, ok, c'est comme ça que je veux vivre. Comme une salope. Comme une salope, une grosse salope. Mais en fait, la salope éthique, l'idée, c'est que, en fait, quoi qu'on nous impose comme modèle,
la société n'est qu'un template. C'est qu'un modèle préécrit. Oui, bien sûr. Ouais. Et ce modèle, tu peux le prendre et tu peux changer les clauses que tu veux. Et donc, tu peux réfléchir profondément à des clauses de ta vie. Et ces clauses de ta vie, elles sont de plein de genres possibles. Donc, c'est quoi une relation? Dans la relation, tu as 5 piliers très simples, pour faire simple. Tu as la sexualité, le patrimoine, l'argent, le travail. Tu vois, c'est un groupe. Tu as la famille, les enfants. Tu as les activités, le temps passé et les amis. Et tu as les projets communs. Et en fait, quand tu es polyamoureux, tu pars du principe qu'aucune de ces cases n'est exclusive et que tout est négociable à partir du moment où c'est librement consenti. À partir du moment où tu peux en parler ouvertement et que tu peux établir des contrats. Alors, il y a des gens qui font ça sous forme de contrats très formels. Ils aiment bien, tu vois, ça fait comme partie des Esther. Voilà, exactement. Il y a des gens qui font ça de façon fluide, en essayant de toujours ouvrir la communication. Mais tu ne laisses rien sous le tapis, en fait. Vraiment, Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un contrat, c'est vivant. Donc un contrat, ça peut changer. Tu vois, il y a une clause, au début, tu peux dire... je sais pas, par exemple, il y a des gens qui disent tu peux avoir d'autres relations sexuelles, mais pas avec des gens que je connais. Ok, très bien. Et puis un jour, tu rencontres quelqu'un que tu connais, que tu kiffes, tu dis est-ce que tu es sûr que cette clause. Donc, parce que tu veux passer plus de temps avec. Voilà, exactement. Donc tu peux passer ton temps à redéfinir. Et quand tu réfléchis comme ça, et ben en fait, tu as des relations extrêmement honnêtes, extrêmement apaisées, parce que c'est des relations qui reposent sur une communication sincère, franche. Et surtout, en fait, tu comprends une idée fondamentale que les polyamoureux comprennent, c'est que tu ne peux pas demander à qui que ce soit de porter sur ses épaules tous tes besoins. Et c'est vraiment, pour moi, la critique du couple traditionnel la plus puissante, c'est que souvent, dans le couple traditionnel, tu dois te choisir une personne qui est ton amant, qui est ton partenaire financier, ton compagnon d'amusement, le meilleur père pour tes enfants, et par-dessus tout ça, il faut qu'il soit bien avec ta famille, etc. Bah là, tu peux te dire, c'est peut-être beaucoup de travail pour un seul homme, vaut mieux en avoir 5, tu vois. Tu vois, de spécialiser les gens sur une tâche, c'est des gens qui ont certains aspects que d'autres n'ont pas. Et quand tu le vois comme ça, bah, la vie devient plus légère, plus libre. Et donc, après, tu as plein de modèles, tu as des gens qui sont ce qu'on appelle anarchistes relationnels, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un socle fixe, et puis des aventures, enfin... Mais en fait, tout devient possible, et surtout, tu peux changer au fur et à mesure des moments de ta vie, de ce que tu as besoin de rassurer, pas rassurer. Tu vois, par exemple, moi j'ai commencé à parler enfant avec une de mes amoureuses, bah forcément, tu vois, ça pose des vraies questions. On présente comment les autres femmes aux enfants. Alors raconte-nous, parce que déjà, attends. Déjà, c'est compliqué d'avoir un amoureux. Alors en avoir, t'en as combien toi? Alors j'ai 4 amoureuses. Qui elles-mêmes ont des amoureux. Elles-mêmes ont des amoureux. D'accord. Donc là, tu as proposé à l'une d'entre elles de devenir la mère de tes enfants. Exactement. Donc, avec la bénédiction des autres. Avec la bénédiction des autres. Bien sûr. Et donc elle tu vois, ça te fait avoir des conversations difficiles. Parce que tu dois discuter pourquoi tu veux avec elle et pas avec les autres. Et donc vas-y, raconte-tout, comment ça s'est passé. Du coup, mais pour le management du temps, ça se passe comment en fait? Agenda partagé. Mais c'est ça en fait. C'est facile en fait. Ah ouais? C'est facile à partir du moment où tu es avec des gens qui ont vraiment l'intérêt des autres à cœur autant que le leur. C'est ça la clé. C'est fou. Tu peux pas être polyamoureux tu vois, en fait, souvent ce que j'explique aux gens, c'est que quand tu es polyamoureux, il faut que tu sois très 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 bien avec toi-même. Ça te force à être très 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 puissant avec toi-même. Si tu as la moindre faille, si tu as le moindre problème interne, dans un environnement aussi chaotique, ça va exploser. Ah, moi, je peux pas. Moi, je pourrais pas, clairement. Je suis trop conditionnée, on va dire, au modèle normal. Qui t'a réussi jusqu'à présent? Bah, moi, solo toute ma life, tu vois. Mais en fait, c'est parce que, tu vois, j'ai encore des gros traumas à régler. Véritablement, j'ai perdu des gens très, très proches. Je me suis jamais sentie en sécurité avec un homme. Donc, il y a plein de trucs à régler, moi, en tant que personne. Donc, pour avoir, la paix avec une relation
où je sais que la personne, je ne suis pas exclusive, franchement, je pense que je ne pourrais pas. Mais je respecte totalement. Non, mais je comprends. Je respecte totalement. Et ça m'intéresse, justement, ça m'intrigue de savoir, en termes de management de temps, est-ce qu'il y a des petites jalousies entre tes copines, peut-être? En général, c'est l'inverse. Tu souffres. Enfin, alors. Les polyamoureux sont des humains comme les autres, donc ils connaissent aussi la jalousie. Bah oui, forcément. Je veux dire, c'est pas non plus le monde merveilleux. Bah, le forcément, il est un peu gênant parce que la jalousie, c'est une émotion. On est des êtres humains, on est. Oui, mais la jalousie, c'est une émotion assez marrante. Ouais. Par exemple, est-ce que tu penses qu'il existe des gens qui ne soient pas colériques? Non. Tu penses que tout le monde est colérique? Bah, plus ou moins, ouais. À un certain degré, ouais. Mais tu penses pas qu'il y a des gens, vraiment, ils sont jamais en colère? Moi, je suis plutôt calme, je me mets jamais en colère, mais c'est vrai que quand je me mets en colère, je me mets vraiment en colère. Ça dure disons que une émotion et après je... Pourquoi la jalousie serait différente? Ouais. Tu vois, il y a des gens qui sont très peu jaloux, tu vois. Okay. En fait, ce qui se passe souvent, moi ce que j'ai vécu avec mes amoureuses, c'est que c'est pas la jalousie le problème, c'est l'inverse de la jalousie le problème. C'est que quand il y en a une qui a un problème, ça devient le problème de toutes. D'accord. Et ça, faut la vivre, cette pression. Tu vois, par exemple, on a eu un moment un peu tragique où l'une d'entre elles était à l'hôpital de façon assez grave. Ok. Et on ne savait pas si ça allait bien finir ou pas. Ok. Et ben là, tu vois ce que c'est l'excès d'amour, en fait. Tu te retrouves non pas avec une personne à gérer, tu vois, quand tu as quelqu'un qui est proche, qui est à l'hôpital, tu as juste ça à gérer. Là, tu dois rassurer 3 autres, puis l'entourage, puis les amis, puis les compagnons des compagnons, puis même l'administration de l'hôpital qui comprend rien à ce qui se passe. Ouais. Qui voit débarquer 5 personnes tous les jours, et bah ouais. qui dit mais c'est qui? Moi je disais c'est leur sœur, tu n'as pas une qui avait la même gueule. Ouais, parce que ça c'est encore très tabou, quoi. C'est pas un truc que forcément vous allez... Non. Exactement. Et ta famille, comment elle le prend, ça, le fait que tu sois ma mère, elle comprend plus rien. Ta mère, tu m'en as fait voir de toutes les couleurs. Je pense que ma mère, elle a abandonné. Mais ce qui est marrant, c'est que ma mère, tu vois, au début, elle était en mode, c'est scandaleux, t'es comme les hommes arabes, t'es polygame. Ah ouais, d'accord, ok. Et ma mère est assez revendicatrice. Je lui dis, non, mais t'inquiète pas, mes femmes aussi ont des hommes. Alors là, ça y est, là, elle s'est dit, ok, il est fou, en fait. Mais, elle m'a dit un truc qui, je pense, est vraiment un truc dur à admettre pour elle. C'est qu'elle m'a dit, en fait, au bout de 2 ou 3 ans, elle dit, bon, je comprends rien, c'est bizarre, mais je vois à quel point t'es heureux. Mais c'est bien. Et elle me dit, en fait, et je vois à quel point elles sont gentilles, elles prennent soin de toi, à quel point il y a de l'amour entre vous tous, donc je sais pas quoi dire, en fait. Ok. Je comprends pas, mais je constate. Toi, c'est quoi les qualités qui sont très importantes pour toi, que tu recherches chez une femme? Alors, c'est l'avantage, c'est que, en fait... quand on en a plusieurs, c'est sûr que tu peux trouver... tu trouves ton compte. C'est ça. En fait, l'avantage, c'est que je me suis rendu compte que le seul truc qui était indiscutable, c'était une forme de bienveillance. Et la bienveillance, c'est pas l'abnégation absolue, au contraire, c'est être en contrôle, c'est savoir ce que tu veux et de ne pas attendre de l'autre de l'obtenir, de savoir te le donner à toi-même. Ouais. Et donc d'avoir beaucoup de place pour la générosité. C'est une forme d'abondance, en fait. Bien sûr. Et pour moi, c'est l'élément le plus important. Tout le reste en découle, en fait. Parce que quand tu as des gens comme ça, ils vont bien dans leur tête. S'ils sont pas contents, ils le disent. Tu vois, tu peux avoir des conversations extrêmement ouvertes sur tous les sujets, en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc tout bête, hein, mais comme tu vis avec des gens que tu n'as pas peur de perdre, parce que forcément, hein, c'est dur à dire, mais si tu es marié, monogame, au bout de 20 ans, tu as peur de dire le moindre mot. Parce que tu dis, j'ai tellement à perdre. Ouais. Quand tu as 4 meufs, tu dis, j'en perds une, il y en a déjà 3 qui sont là. C'est pas une qui est perdue, 10 de retrouver. Ouais. Et en fait, c'est con, hein, mais ça change ton rapport même à la... Et en fait, résultat, tu te perds pas. On a des relations assez profondes. Et parce que, c'est ma théorie, c'est qu'elles peuvent être extrêmement, extrêmement honnêtes. Et tu vois, ça force à poser des questions. Par exemple, le rapport à l'argent. Ouais. Ça, c'est un sujet très tabou dans les couples. Tu vois, entre les mecs qui veulent pas tomber sur des michetots
Ouais. Alors, j'ai jamais compris, moi, c'était michto, mais bon, ok, très bien. Ils veulent pas tomber sur des michtos, mais ils veulent pas que leur meuf... C'est-à-dire qu'on est dans une génération, là, où tous les masculinistes veulent que leur meuf ne travaille pas, mais que ce soit pas une michto. Ouais, voilà. Donc, en gros, c'est une conne. Ouais, voilà, en gros, elle n'a aucune connaissance de ses intérêts, elle comprend pas de quoi elle a besoin, etc. Ouais. Et en fait, c'est parce que les gens n'arrivent pas à avoir les conversations difficiles. La vraie conversation difficile à avoir, c'est, ok, qu'est-ce qui se passe si on n'est plus ensemble? Et ça, c'est des choses que contractuellement, tu vois, on peut faire. Et moi, ma façon de régler ce problème, ça a toujours été de me dire, quand je suis avec une meuf et que je suis amoureux, c'est de lui dire, ok, quel business on peut fabriquer ensemble pour qu'en fait, tu aies suffisamment d'argent, de façon suffisamment passive, pour qu'à aucun moment, tu aies besoin de moi sur l'acquisition matérielle. Comme ça, si un jour, t'en peux plus de ma tête, tu dis pas, ah, mon Dieu, ça va passer par une dégradation de ma vie. C'est que tu peux vraiment avoir la liberté de me quitter. De te quitter, ouais, ok. Exactement. Et puis c'est plus... Moi, je trouve que c'est bien parce qu'au moins, tu sais qu'elle est là pour les bonnes raisons. Oui, bien sûr. Toi, par exemple, vu que tu es quelqu'un quand même, avant d'être polyamoureux, bon, tu as eu des business à succès, etc. Est-ce que tu es déjà tombé sur des nanas qui étaient intéressées que par ton argent? De toute façon, ça n'existe pas les nanas intéressées par l'argent, parce que les nanas qui ont le droit d'être intéressées par l'argent des hommes à succès, en général, elles peuvent attirer n'importe quel homme à succès. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça ces n'existe meufs... pas. Non, j'y crois pas. C'est un mythe. C'est un mythe, ouais. En fait, il y a des meufs qui ne peuvent... En fait, les vrais michtos, c'est toutes ces meufs qui n'ont pas le droit de l'être et qui se croient être michtos. Alors, développe. Tu vois beaucoup de meufs qui ont des prétentions de michtos. D'accord. Mais qui n'approcheront jamais un homme riche parce qu'elles n'ont pas les qualités humaines pour pouvoir attirer un homme à succès. Mais dans leur tête, elles imaginent qu'elles sont là pour grappiller alors que tout le monde les voit de très loin. D'accord. Et ces meufs, elles finissent toujours malheureusement très tristes et très seules parce qu'en fait, elles pensent jouer les hommes, mais c'est les hommes qui les jouent. Parce que c'est une transaction extrêmement simple, tu vois. Oui, bah oui, bien sûr. La vérité, c'est que quand tu es vraiment une femme dont un homme à succès peut tomber amoureux, par définition, tu n'es plus une michelot, puisque tu pourrais être avec n'importe quel homme riche. Les gens ne se rendent pas compte, il y a beaucoup plus d'hommes riches que de femmes incroyables. La concurrence, elle est plutôt dans ce sens-là. Moi, je connais beaucoup plus d'hommes riches, seuls et malheureux, que de femmes extraordinaires qui n'ont personne. C'est le revers de la médaille, en fait. C'est fou, hein. Donc, en fait, tu vois, par exemple... Une fois, j'ai une de mes amoureuses qui est vraiment sauvage, qui, elle, vit assez mal les haters, les machins. Et un jour, elle a vu un commentaire sur Internet d'un mec, en mode... le mec avait écrit, ouais, parce que je sais plus, j'avais dit que mon amoureuse, je sais pas quoi, il avait dit, ouais, avec un gros porc comme toi, c'est évident qu'elle est là pour ton portefeuille. Et ma meuf a vu ce commentaire. Elle a été répondre, mon ex était milliardaire, Oussama, il est pauvre. Si c'était pour l'argent, ce serait pas avec lui. Ok. Et dans ma tête, je disais, après, je montre le commentaire, je lui dis... Bon, c'est un peu une balle perdue pour moi, mais merci. Et elle me dit, yes, darling, you are poor. It's okay, I love you. Tu vois, et en fait, elle était avec avant moi, elle a passé 6 ans avec un mec qui, littéralement, je crois, pour son 22e anniversaire, lui a offert un appart, tu vois. Donc, et elle l'a quitté pour toi. Bon, elle l'a quitté bien avant qu'elle me rencontre, mais en tout cas, elle a accepté de... Pourquoi elle l'a quitté, du coup? C'était quoi la raison? Il était invivable, tu vois, comme beaucoup d'hommes. T'es méchant. Non, même pas. Elle le trouvait pas méchant, mais invivable. Ouais. Puis elle était plus amoureuse. Donc en fait, les gens se rendent pas compte, le niveau de choix. Ouais, parce que forcément, ils sont dans leur propre cocon, ils fantasment un petit peu les vies de personnes à succès sur les réseaux sociaux, ils voient leur lifestyle, etc. Ils se disent, ah, moi, je suis là dans ma petite vie, mon quotidien, et c'est si différent. Et puis, il y a des tabous dont les gens ne veulent pas parler. Par exemple, quand bien même une femme est avec toi pour ton argent, si une femme est avec toi que pour ton argent, je pense que c'est aussi terrible qu'une femme qui est avec toi que pour tes yeux bleus. Parce que le problème, c'est le que. Mais est-ce que je préfère qu'une femme soit avec moi pour mon argent ou pour mes yeux bleus? Je préférais pour mon argent, si j'avais le malheur d'avoir des yeux bleus comme tous les hommes de ma famille. Ouais. Parce que tu vois, c'est un truc... Une femme a le droit de dire « Oh là là, il a des trop beaux yeux, je suis trop amoureux de lui. » Ouais. D'accord, t'as rien fait pour les yeux. C'est la génétique. Ouais.
Ouais, voilà, tu les as c'est ça. hérités. La beauté, c'est... En général, souvent, le succès financier des gens, ils ont travaillé pour. Ils ont travaillé pour. Donc si une femme dit « Ah là là, je suis trop impressionné, il est trop successful », d'un seul coup, ce serait pas bien. Bah... Pourtant, ça devrait être beaucoup plus valorisé que de dire il a les yeux bleus ou il a je sais pas quoi. Parce qu'en fait, clairement, c'est la société a des hypocrisies sur ce qu'elle valorise. Ouais, c'est vrai. Et l'argent fait partie des grandes hypocrisies. Mais ça devient malsain le jour où c'est que ça. Parce qu'en fait, dès que tu es amoureux de quelqu'un pour une seule chose, bah, le reste devient invivable. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça la complexité de la vie. À long terme, tu veux quelqu'un de gueule, riche quoi. et gentil. Tu veux quelqu'un de gentil et fort. Tu veux quelqu'un de fort et machin. Parce qu'à un moment, tu as des vraies situations de vie. Qu'est-ce que tu fais si ton mari ne sait pas s'occuper de tes enfants? Qu'est-ce que tu fais si il ne sait pas te protéger dans les moments importants? Même symboliquement, qu'est-ce que tu vois? Donc en fait, la vie est complexe en fait. Et jouer aux jeux vidéo de la vie, c'est comprendre, bah, comme dans un jeu de rôle, t'as pas une seule caractéristique, tu peux pas simplifier cette caractéristique et ne vivre que cette caractéristique. C'est intéressant ce que tu viens de dire, jouer aux jeux vidéo de la vie. Mais c'est vrai, en fait, il faut prendre la vie comme un jeu, il faut essayer de se dissocier, genre toi, de ton personnage. Et ça va te... Quand tu as des grosses galères qui t'arrivent, ça t'impacte beaucoup moins. Si tu vas penser à comment est-ce que je vais gérer cette situation et comment je vais aller au next step, à l'étape supérieure pour battre le boss final, tu vois. C'est le jeu vidéo le plus exigeant du monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu as des sensibilités, des critères physiques? Qu'est-ce qui te fait fondre ton petit cœur, Oussama? Dis-moi tout. C'est quoi que t'aimes bien et tout? Bon, je pense que tes copines, elles doivent pas se ressembler physiquement. Non, il n'y en a pas une qui se ressemble. Bah ouais, je pense bien. Donc raconte-nous. Alors, elles sont toutes brunes, par contre. Ah, d'accord, ok. Et j'ai pas... souvent, il y a un ami, une fois qui me dit « T'aimes vraiment beaucoup les brunes ?» Et je lui dis « Non. » Je dis que bizarrement, c'est les brunes qui m'aiment. Ok, c'est pas moi qui aime les brunes, parce que j'aime aussi les blondes, mais bizarrement, je plais beaucoup moins aux blondes qu'aux brunes en général. Non, écoute, j'ai pas vraiment de critères physiques, à part que je suis vraiment, vraiment fan de la beauté. Je peux fondre pour la beauté d'une femme. Okay. Je trouve que la beauté, c'est vraiment une forme de génie, parce que c'est Oscar Wilde qui a dit ça. Oscar Wilde dit la beauté est une forme de génie. Je pense que les gens ne comprennent pas cette phrase. C'est parce que la beauté, au même titre que le génie intellectuel, c'est vraiment une grâce divine qui t'est offerte. Tu peux pas... C'est pas en allant à la salle de sport que tu deviens le top 0,01% de la beauté. Il n'y a que la génétique qui te donne le top 0,1. Alors tu peux jouer dans le top 10% en faisant attention à ce que tu manges, en faisant attention à comment tu t'habilles, etc. Mais le vrai 0,001, vraiment les gens les plus beaux du monde, que ce soit homme ou femme. D'ailleurs, j'aime beaucoup les hommes beaux. Puis t'as pas peur de dire qu'un homme est beau. Non, pas du tout. Voilà. Je trouve que vraiment, je trouve que la beauté, c'est une forme... C'est véritablement la forme d'expression de la grâce divine. C'est quelque chose qui t'est offert par les dieux et qui est une malédiction. Parce que le problème, c'est que quand tu es touché par cette grâce, comme un pouvoir qui est trop fort, pour apprendre à le gérer... Parce qu'il faut voir ce que c'est d'être une fille. Par exemple, j'ai une de mes amoureuses qui est vraiment touchée par la grâce. Elle a eu une enfance, on ne lui a jamais dit non à rien. Sa vie a été très dure à l'adolescence. Parce qu'elle a eu l'impression de n'être que ça, de n'être que cette beauté, et de vouloir être reconnue pour d'autres choses. Et tu dis, mais t'abuses. L'univers t'a donné ça, et en plus, tu voudrais qu'on sache que t'es gentil, sympa. En fait, non, les gens sont trop jaloux déjà. Quand ils te voient, ils se disent « ça y est, c'est trop ». Et j'aime bien ça. Après, autant je suis touché par la beauté, autant je pourrais pas tomber amoureux de la beauté. Je trouve que... Et c'est ça qui est fou, c'est que la beauté sans personnalité, c'est génial pour voir, pour le décor, pour tout ça, mais une fois que tu es assis à table et que tu as passé 5 heures, c'est fini. Tu te dis « ah putain, mon Dieu ». Ouais, tu t'ennuies. Tu t'ennuies, ouais. Et donc, je tombe amoureux des personnalités, mais j'admire beaucoup la beauté. Ok. Et donc, j'aime beaucoup les belles femmes. Et notamment, j'ai énormément d'amies, très très belles,
que j'invite en vacances, parce que je trouve ça génial d'être entouré de belles femmes et tout. Et de beaux hommes, ouais. De beaux hommes aussi. Bah, c'est quand même... Est-ce que tu es attiré par les hommes ou pas du tout? Non, tu es vraiment hétéro ou Ouais, je suis hétéro. J'aurais rêvé être bisexuel, mais j'ai pas réussi. T'as pas réussi? T'as déjà testé? Même pas testé, j'ai même pas réussi à tester. Je m'en veux vachement, je me dis putain, vraiment, je suis très très fermé d'esprit. Non. Mais voilà, je trouve qu'en fait, tu vois, les hommes beaux, c'est plus rare que les femmes belles. Mais ça a vraiment un pouvoir magique, en fait. Ouais. Il y a un truc... Et d'ailleurs, c'est pareil, c'est très très dur à gérer. Souvent, moi, je vois... Les gens imaginent que parce que tu es très beau, tu as tout ce que tu veux, etc. En fait, non, pas du tout. Ouais. La vie est dure quand tu es très beau. Bah ouais, parce que forcément, on va toujours te ramener qu'à ça. Et moi, je le dis de ma perspective en tant que femme, qui est pas trop vilaine, tu vois. Mais je sais qu'à chaque fois, genre des fois, il y a des portes qui se ferment à cause de ça, quoi. Genre, surtout de la part des autres femmes, oui. Bah ouais. On m'en parle même pas. Mais c'est... En fait, les émotions humaines sont violentes. Ouais. Ok, d'accord. Je trouve que tu es quand même assez en paix dans ta vie. Est-ce qu'il reste quand même des blessures de l'enfance que tu n'as pas encore guéries? Alors, j'ai pas trop souvenir d'avoir des blessures d'enfance. En fait, je dois en avoir, parce que je pense qu'on en a tous, mais j'en ai jamais... Même après ton divorce et tout, parce que je veux dire, un divorce, comment tu as géré ton divorce? Moi, c'était la meilleure semaine de ma vie. Ah ouais. Mais tu sais que je pose la question aux hommes, ils vivent pas du tout ça de la même façon que les femmes que je connais, en tout cas de mon cercle d'amis. Mais ouais, c'était la deuxième personne qui me dit ça. J'étais radieux. Ah ouais. Donc c'était pendant le mariage que t'étais, vers la fin, t'étais pas trop bien et... Non, je veux pas dire ça parce que je veux pas lui... Je voudrais pas qu'elle... De toute façon, je sais qu'elle va lui envoyer cet extrait, donc... Je voudrais pas qu'elle pense quelque chose qui est faux, c'est pas que... Non, mais peut-être des fois, le fait de voir l'autre personne pas heureuse, ça te rend malheureux. C'était pas que j'étais malheureux, c'est juste que j'étais libéré. D'accord. Et pour moi, la question, c'était la liberté. Et depuis que je suis libre, tu vois, je suis vraiment très très heureux d'être libre. Je trouve que pour me rendre vraiment malheureux, il faut simplement m'empêcher de pouvoir avoir des options. D'accord. Ok. Ouais. Mais c'est des trucs à la con, tu vois. Par exemple... j'ai toujours accordé énormément d'importance à être charmant. Je sais que je suis séducteur et charmant et que... Mais ça veut pas dire, tu vois, tu es dans un resto, il y a une serveuse, c'est typiquement ma personnalité, de lui parler gentiment. Bah ouais. Mais... T'es sociable. Mais ça veut rien dire, ça veut pas dire que... Ça veut pas dire que, tu vois, je vais essayer de coucher avec ou etc. C'est stupide, c'est pas... Tu peux pas... En fait, les gens imaginent que quand t'es polyamoureux, t'es là... à l'affût de tout le monde, tout le temps. En fait, pas du tout, c'est l'inverse. Non, juste t'aimes l'humain et t'aimes les... Exactement. Et quand t'es marié comme ça, tu vois, moi, j'avais peur de regarder une serveuse dans les yeux quand j'étais marié, quoi. Ah ouais. Ah oui, parce que je savais que c'était prise de tête. Alors que maintenant, tu vois, je suis avec des femmes qui savent que je suis libre, qui savent que j'ai le droit de coucher avec cette serveuse si j'en ai envie. Et en fait, bon, ça n'arrive pas. Mais en fait, ce résultat, je peux être qui je suis, comme je veux. Et on sort de ce paradoxe terrible qui est que tu tombes amoureux de moi parce que je suis un séducteur, mais à partir du moment où on est amoureux, je n'ai plus le droit d'être un séducteur. Donc en fait, ce qui a fait que tu as été attiré par moi ne doit sortir maintenant de mon identité. Donc de quoi es-tu attiré maintenant? C'est paradoxal, tu vois. Alors que dans le polyamour, comme tu es très transparent, si tu tombes amoureuse de moi parce que je suis un séducteur, tu auras envie de me voir continuer à séduire parce que tu sais que c'est mon moteur et mon énergie en fait. Ok. Donc ça change ton rapport à qu'est-ce que tu as envie de l'autre en fait. Ok. Est-ce que tu as une anecdote du pire date que tu as fait de ta vie? Ouais, j'en ai deux. Mais... Vas-y, raconte les deux. J'en ai deux, t'inquiète. Ouais. En plus, il y en a un, c'est même un sketch avec mes amis. Alors, je vis en coloc à Dubaï. Ok. Et en fait, j'ai des colocs qui adorent regarder avec qui je vais en date, quand je vais en date. C'est leur gossip, tu vois. Genre, toute la maison en parle. En fait, ils sont là avec les popcorn, ils vivent ta vie comme ça, par procuration. Exactement. Et donc, ils surveillent pas mal Instagram, qu'est-ce que je vais liker et tout. Et à un moment, je commence à liker pour de vrai, vraiment beaucoup de photos d'une fille. Ok. Et qui est vraiment, mais... Sublime. Ouais, non, mais là, on est au-delà du sublime. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ok.
Et la fille, je lui parle pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et la meuf, elle me base, elle veut pas me voir. Et je sais pas, à un moment, je sais plus ce que je lui dis, et j'arrive à ouvrir une fenêtre avec elle. Ok. Et la meuf me dit, ouais, tu sais, si t'as envie, on pourrait prendre un verre avec plaisir. Et donc, t'imagines que c'est un épisode, carrément, qui a été build-up sur pratiquement 1 an. Donc, toute la maison, c'était limite, ils avaient des banderoles. Ce soir, c'est ton soir, quoi, tu vois. Ok. Et je pars, mais vraiment, mais conquérant. Ok, Alexandre le Grand. Et ils sont tous en train de prendre l'apéro. Et 20 minutes après, je reviens. 20 minutes après? Même pas. Ok. 20 minutes après, je reviens et je suis mais déprimé. Et ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et en fait, je suis arrivé au date. Et on s'est assis. Et la meuf a fait un truc qui est extrêmement dur pour moi à vivre. C'est qu'elle elle s'est pris la tronche et elle a pris de haut le serveur. Ah. Et ça, c'est très, très compliqué pour moi. Mais je suis un homme. J'étais en mode, mais rien à foutre. Ouais, voilà. Prends sur toi. Tu vois, genre en mode, c'est pas grave, c'est pour une nuit, c'est la nuit de ta vie. Tu vois, rien à foutre. Et là, la meuf ouvre la bouche, on commence à parler. Et elle me parle de la guerre en Ukraine. Et elle me parle des guerres en général. Et en moins de 15 minutes, elle a réussi à me sortir les pires horreurs du monde. Mais vraiment, c'était infernal. Genre, ouais, de toute façon, ces femmes ukrainiennes qui se sont fait violer, on sait très bien qu'elles l'ont cherché. Et machin. Et moi, dans ma tête, tu sais, c'était comme si dans un jeu vidéo, tu avais une ligne de... c'est pas grave. C'est acceptable. Et en fait, en 15 minutes, et à un moment je dis... Toutes ces vies, elles sont parties. Ouais, quoi. Exactement. Et en fait, au bout de 15 minutes, 20 minutes, j'ai regardé, je me suis dit, bon, en fait, je vais pas y arriver. Je suis désolé. Et donc, j'ai payé, je me suis barré. Waouh. Ouais, j'ai même pas expliqué, j'ai même pas essayé de débattre. T'as pas d'explication à lui donner, en fait. Et ça, je pense que c'est mon pire date ever. Okay. Et après, j'ai un pire date marrant. Parce que c'est un pire date qui a donné lieu à une sacrée histoire d'amour. Ah, ok, cool. Qui est une fille avec qui j'ai eu une aventure incroyable, mais qui a très très mal démarré. Ok. Parce qu'on s'est rencontrés à Megève. Et moi, je skie pas, j'ai pas le physique de skier, je suis pas en bonne forme. Je sais pas. Elle me dit, mais non, on va faire de la luge, ça va être incroyable. Je vois le truc arriver. Ok. Bon, bah, tous les deux filles à l'hôpital. Oh mon Dieu. D'accord, ok. Premier date, première luge, premier arbre. Oh mon Dieu, bon, tu t'es pris un arbre? Ouais, on s'est pris un arbre, rien de grave. Oh mon Dieu. Rien de grave, mais elle a eu le poignet foulé. En plus, imagine, elle s'est pris l'ours. Tu vois, sur elle? Elle s'est pas tombée sur elle, elle m'a servi d'airbag. Donc, la pauvre. T'aurais pu la tuer ou ça? Non, quand même pas. Bah, si la pente avait descendante, on n'allait pas très vite et tout, mais la pauvre, elle s'est foulée le poignet, elle avait le truc écorché là et tout. Et donc, c'est assez drôle parce que donc moi aussi, je me suis pété un orteil. Oh non. Et donc, vous êtes retrouvés dans la chambre d'hôpital comme ça? Alors, on n'était pas dans la chambre parce qu'ils nous ont pas gardés, mais on était à l'hôtel. Et on était éméchés et tout, et genre tout le monde rigolait, tous nos amis rigolaient en mode bon bah c'est un sacré date, tu vois. Ah bah ça c'est un sacré date. Ça, en plus elle avait un bandeau et tout, premier bisou. Est-ce qu'elle a gardé une petite cicatrice de... Non, ça, oh Dieu merci, ça je m'en serais voulu... Tous les matins, mais tiens, je pense à toi Oussama. On va parler de l'intelligence artificielle, moi c'est un sujet que j'adore aussi, qui me passionne. Et c'est vrai que bon, je fais du stand-up maintenant et dans mon petit spectacle, je parle un petit peu de ça, je parle de l'amour du futur, comment ça va être. Comment tu vois l'amour du futur, toi, avec justement la dimension de l'intelligence artificielle, les robots, les casques? Pour toi, ça va ressembler à quoi plus tard? Écoute, il y a 2 ans, j'ai fait une prédiction. Ouais. J'ai prédit que 50% des gens qui seraient nés à notre époque, c'est-à-dire dans les 2 dernières années, je pense qu'une personne sur 2 ne connaîtra jamais l'amour avec un humain. C'est fou, ça. Je pense qu'après 2 ans, je peux monter à 80%. Ouais. Je sais pas. Mon intuition, c'est que il va y avoir un sacré groupe vintage. Donc il va y avoir... les millennials. Même pas. Je pense que nous, on va être les premiers à sombrer. Je pense que dans la génération qui va... Je pense que la génération qui a 20 ans aujourd'hui,
a le plus de chances d'être vintage. La génération qui a 35, 40 ans, on est vraiment la génération de transition. Moi, je pense que la plupart de mes potes, tu leur donnes un robot un peu réaliste, qui fait tout ce qu'ils veulent, et qui leur parle, et leur dit tout ce qu'ils ont envie d'entendre. ChatGPT. D'ici qu'ils retombent sur une meuf qui arrive à être à la hauteur de ça. Bah ouais, parce que nous, à la trentaine, on a déjà notre bagage émotionnel, on a déjà nos expectations, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et on veut pas se prendre la tête, on veut se faciliter la vie. Ouais, non, c'est pas con ce que tu dis. Ouais, donc à mon avis, on va avoir un vrai truc. Et c'est vrai que ChatGPT, c'est devenu un peu le meilleur ami de beaucoup de gens. Ouais. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont tombés amoureux de l'intelligence artificielle. Hein. Forcément, oui. C'est fou, hein. Même un jeune homme qui s'est suicidé, ouais. Ouais, j'ai vu ça, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, mais tu m'avais parlé d'un truc tout à l'heure, parce qu'en off, on a un peu papoté. C'est quoi cette histoire de pub en Espagne? Donc, il y a un bordel en Espagne. Un bordel, je dis un pub, mais c'est un bordel. Qui, grosso modo, a commencé à installer des robots sexuels. Ok. Et le propriétaire, j'ai entendu un podcast avec le propriétaire, et il explique que, de façon assez honnête d'ailleurs, il dit voilà, j'ai mis des robots femmes pour que des mecs se tapent des robots femmes, et j'ai mis quelques robots hommes parce que je voulais pas avoir d'accusation. Donc du coup, à quoi ça ressemblait les robots? C'était pas comme genre Optimus et tout, c'était comme des êtres humains, des êtres humains, ouais, en mode poupée gonflable, en mode Chippendales. Mais genre déjà couplé à ChatGPT? Alors à l'époque, c'était très basique. Ouais, ok. Très basique. Puis c'est vraiment un robot sexuel, hein. C'est pas. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est que il devait avoir une dizaine de robots femmes et 2 robots mecs. Ouais. Et en fait, il y avait une queue pour les 2 robots mecs. Ok. Et donc, il a supprimé les robots femmes, il a mis que des robots mecs. Et maintenant, il est en train d'essayer de lever des fonds pour ouvrir une chaîne de robots mecs. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, souvent, les meufs qui viennent, elles ont toutes le même profil. Elles ont entre 30 et 50 ans. Ouais. Elles savent ce qu'elles veulent sexuellement. Et apparemment, elles sont très satisfaites du robot. Okay. Et résultat, elles ont une sorte de début, enfin c'est comme une sorte de sextoys extrêmement amélioré. Et genre tu peux l'accessoiriser comme tu veux. Exactement, tu peux choisir la taille du sexe, tu peux choisir plein de choses. Et le podcast était hyper intéressant. Alors, c'est un podcast en espagnol, je pourrais te donner le lien si tu veux. Okay. On le mettra en commentaire. Mais il dit plein de choses intéressantes. Parce que lui, en fait, ce propriétaire de bordel, il est lui-même épaté du phénomène, en fait. Bah, c'est fou. Et donc, il a parlé avec les femmes et tout. Et en fait, il dit, bah ouais, mais nous, les mecs, on est complètement à côté de la plaque. On n'arrive pas à comprendre ce qu'elles veulent. Et donc, elles viennent chercher des robots. En fait, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes, en fait. Tu vois, on est en 2000... quelle année on est en 2025. On est en 2025. T'en es encore à avoir des discussions sur les orgasmes, le plaisir, etc. Moi, souvent, je dis à mes potes hommes une stat qui me fait marrer et qui devrait faire réfléchir les hommes. C'est que le taux d'orgasme d'un homme à la première relation sexuelle avec une femme est de 98,9%. Donc 98,9% des hommes qui couchent avec une femme pour la première fois ont un orgasme, et le taux d'orgasme des femmes au premier rapport est de 4%. Donc tu as 4% des femmes qui, pendant ce premier rapport, ont un orgasme. Ensuite, si tu prends les femmes qui rencontrent une autre femme, et qui ont leur première relation sexuelle, le taux d'orgasme est de 96% des deux côtés. Incroyable, c'est immense. Alors tu dis, mais attends, qu'est-ce que... Il vient des hommes, on est d'accord. Mais non, mais c'est des maths, hein. Ouais. Il n'y a pas besoin de... Et alors, souvent les mecs disent... bah ouais, mais c'est parce que les femmes, elles se connaissent mieux. Je sais pas, de toute évidence, les femmes se connaissent mieux, elles connaissent les hommes. Parce que si c'était juste un sujet de tu connais toi-même ton propre sexe, bah il faudrait, en fait, les hommes ne devraient pas jouer à 96%, tu vois, ça devrait mettre du temps de faire jouer un homme. Ouais. Or, en fait, non. Donc, en fait, c'est pas que l'orgasme féminin soit si compliqué que ça. C'est juste qu'en fait, à aucun moment, que ce soit dans l'éducation, dans les discussions, dans tout ça, on peut vraiment poser les problèmes. Et parce que il y a quelque chose d'assez étrange, je trouve, dans la société, c'est que énormément d'hommes ont l'impression, en faisant l'amour avec une femme, de la souiller. Et on le voit dans plein de choses. On le voit, par exemple, dans de nombreuses sociétés, le sperme est sacré. Dans notre société, le sperme est sale.
dans de nombreuses sociétés, l'acte d'accouplement est sacré. Dans notre société, il est tabou. Très tabou, ouais. Et donc, en fait, qu'on le veuille ou non, 99% des hommes, leur problème, si leur femme a une relation sexuelle avec un autre homme, c'est pas fondamentalement qu'elle va connaître un autre homme. C'est qu'elle va être souillée. Ouais. Et parce qu'ils ont l'impression d'avoir le monopole de cette souillerie. Ouais. Et il est là, en fait. Et ce problème-là, il est dans la tête des petits garçons, très vite. Il est dans le vocabulaire. Tu vois, quand un homme dit j'ai baisé une meuf, j'ai sauté une meuf, etc. C'est jamais des... Tu vois, c'est pas des... Ouais, c'est pas du vocabulaire. Le kilométrage, t'as du kilométrage au compteur, donc je vais pas me mettre avec toi parce que machin. Exactement. Et en fait, il s'empêche de vivre des vraies histoires parce que, genre, il a rencontré une meuf qui a eu le malheur d'avoir 2 ou 3 mecs avant lui. C'est fou, ouais. Et donc, en fait, tu vois, tout ça, en fait, crée énormément de malheur, en fait. Parce que les gens n'arrivent pas à avoir les bonnes discussions. Ouais, bah, ils s'infligent leur propre malheur, en quelque sorte. Exactement. Tous les masculinistes 2.0... Ils font beaucoup de mal, ouais. Ouais, c'est vrai, hein. Franchement, c'est vrai. Et puis même, je trouve que maintenant, même les hommes, pour trouver leur self-concept, c'est très compliqué. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, que tu tombes sur des vidéos de masculinistes qui te disent comment te comporter pour être soi-disant attirant par la jante féminine, mais qui, par la même occasion, critiquent cette même jante féminine à longueur de journée voilà, genre, tu t'habilles comme ça, t'es une pute, tu t'habilles comme ça, t'es une pute, tu fais ci, t'es une... Enfin, en fait, voilà, quoi que tu fasses, en fait, t'es une pute, tu vois, donc... C'est insupportable, autant pour les femmes que pour les hommes, parce que même quand ils sont dans leur groupe d'amis, bon après tu vas me dire, ouais, ils ont qu'à changer d'amis, mais qui viennent et ils sont heureux d'être amoureux, ils parlent de leur histoire, forcément ils vont se faire chambrer par l'un ou l'autre, et voilà, et après, ils vont finir seuls et malheureux, comme tu l'as dit tout à l'heure avec... Exactement. Ouais. Donc du coup, le futur, moi je vais dire comment je vois le futur, ouais, c'est un peu pareil, hein, ça va être des couples dans la rue, des femmes avec des robots, des mecs robots, Après... ou même pas dans la rue, même des fois, je me dis, les hommes, ils sont tous en train de... Enfin, les hommes et les femmes, ils sont en train de se... Ouais, tu vas avoir 20% de vintage, 20% de convergents et je pense 60% de déviants. Ouais, les convergents, c'est les gens qui vont introduire les robots. Et après, la déviance va être la norme. Ouais, exactement. Je pense que les 20% de convergents, c'est les gens qui vont introduire les robots dans la vie de couple. D'accord. Ouais, pour pimenter un petit peu... Ok. Tu vas offrir un robot à ta meuf. Ouais, voilà, ouais, ok. Comme les gens qui introduisent des sextoys dans leur vie, quoi. Ouais, voilà, en fait, ouais, c'est ça, c'est le futur des sextoys, en fait. C'est vraiment le futur des sextoys, ouais. Avec la dimension émotionnelle en plus. Parce que là, rien que... avec une intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas de personnes physiques. Tu as des gens qui tombent amoureux de ChatGPT. Alors quand tu auras un robot qui sera bien fait, bien évidemment, beau, selon les critères de la société... Surtout qu'on va rentrer dans des vrais délires. Ça va être compliqué, là. Parce que les gens, à mon avis, vont rentrer dans des délires non humanoïdes. Ah ouais. Ça, c'est évident. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr. Tu vas voir les filles avec des oreilles de chat, les hommes avec des têtes de lion, les trucs, les machins. Enfin, la probabilité que les gens ne fantasment que sur des représentations humanoïdes réalistes, elle est de 0. Waouh. Les gens vont s'ouvrir des perspectives infinies, ouais. Mais c'est sûr. Bon alors on a le plat qui vient d'arriver, serre-toi, je t'en prie. Tu veux une cuillère? Je suis bien. Ok, ça marche. On va jouer au jeu match ou passe. Ah. Bah là, t'as déjà vu la première personne. Mon amoureuse. C'est ton amoureuse en plus, c'est bien. C'est Jennifer Lawrence, non? Non, c'est pas elle. Ah, j'aurais dû la mettre. Non, mais c'est pas grave. Elle lui ressemble. Donc, écoute, je vais te montrer des personnes qui sont connues ou moins connues et tu me diras si tu matches ou si tu passes. Ok, alors première personne, Scarlett Johansson. Ah, Scarlett Johansson. Match. Elle est pas mal non plus, hein. Elle est très bien. T'aimes quoi chez elle? Enfin, c'est toujours le problème des acteurs, c'est que tu les aimes à travers des films. Ouais. Et je l'ai tellement aimé dans Lost in Translation. Ah, ok. Avec cette scène d'ouverture sur ses fesses, je sais pas si tu te souviens. Je l'ai pas vu ce film. Culotte rose. Et... Ok. Le premier plan, c'est un plan Lost in Translation au Japon, je l'ai pas dans vu, le parc à yacht, dans une chambre au dernier étage. Ok. Où tu as un plan comme ça, très très doux. Elle est en
petite culotte rose et tu vois Tokyo. Ok. Et après, elle a l'air d'être une étudiante un peu dynamique. Ok. Mais écoute, moi, le dernier film que j'ai vu avec elle, c'était Lucie. Après, bon, il y a les Marvel et tout ça. Alors, c'est vrai que dans les Marvel, elle est plus dure, elle est moins... Oh, mais elle est toujours très sexy. Elle est très sexy, ouais. Toujours très sexy. Alors, j'ai une petite anecdote avec elle, si tu veux. Ah, bah, raconte. Bon, c'est vraiment une anecdote avec What elle. are the odds, franchement? Mais un jour, j'étais assis dans un restaurant chic à Paris. Et tout le monde... J'ai l'impression que tout le monde me regardait, mais à l'époque, j'étais pas connu en plus. Ouais. Et puis, je dis à mon pote, putain, je comprends pas, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, quoi. Et mon pote, il fait comme ça. Ok. Et en fait, je me tourne comme ça et je vois que Scarlett Johansson est assise là. Ouais. Et donc, elle m'a entendu dire à mon pote en anglais... tout le monde me regarde. I don't know why everyone is watching us. Et donc, elle sourit, tu vois, parce qu'elle a compris que c'était elle a compris que c'était pour elle, ouais. Et je la regarde comme ça, je lui dis... Do you have any idea why everyone is looking at me? Et tu l'avais pas reconnu à ce moment-là? Mais si, je l'avais reconnu. Ah, mais je trouvais que c'était la meilleure opening line blague, truc. Elle a dit quoi? Bah, elle a beaucoup rigolé. Elle a dit Maybe you're famous. Very strange. Bon, bah, elle est sympa. Elle est mieux en vrai, du coup, alors? Toi qui l'avais en vrai. Elle est magnifique en vrai. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est un match alors. C'est un grand match. Prochaine personne. Selena Gomez, tu matches ou tu passes? Non, je passe. Pourquoi? J'aime pas le côté... J'aime pas le côté gamine. Ah, d'accord, ok. Ouais. T'es déjà sortie avec une femme beaucoup plus vieille que toi? Ça t'est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Ma femme avait 12 ans de plus que moi. 12 ans, bon, ça va, 12 ans. C'est ouais. pas non plus genre 15-20 ans. Non, j'ai eu une fois une aventure avec une femme de 55 ans. Mais... Ah ouais? Et alors, c'était comment? C'était très bien. C'était très bien. Elle t'a appris des trucs, du coup. C'est un mythe, ça. C'est un mythe? Le talent n'a pas d'âge. Le talent n'a pas d'âge, ouais, c'est vrai. Ok, donc passe pour Selena Gomez, trop gamine pour toi. Ok. Prochaine personne, Megan Fox. Oh bah, c'est bon, là, je l'ai émoustillée. C'est carrément ma câble. Ah ouais? Ton style de meuf? C'est un style parmi tant. Ouais. Mais j'aime bien ce côté un peu vulgaire. Ouais. Trash un peu. Un peu trash, ouais. Ok. Puis même, elle est très, très instruite, très cultivée. Elle parle de... je savais pas ça. Ah, tu savais pas? Bah non. Des fois... J'ai vu que dans Transformers, donc... Ah non, ouais, ça c'est le crush de tous les mecs, je pense. Mais ouais, dans certaines podcasts, elle parle beaucoup de spiritualité, de développement personnel et tout ça. Franchement... Incroyable, bah, ça la rend encore plus belle. Voilà. Ok, prochaine personne. Alors elle, même moi, c'est mon crush. Ouais. Jessica Alba. Ah, Jessica Alba, ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir? Ouais, T'as regardé Dark Angel? Bien sûr que j'ai regardé Dark Angel. On est d'accord, c'était pas son prime Dark Angel. C'est devenu une grande entrepreneuse. Et oui, voilà, c'est pour ça que je l'ai mise. Avec The Honest Company. C'est pour ça que je l'ai mise. Okay. Elle est vraiment très 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 forte. J'ai pas mal d'amis qui ont investi dans The Honest Company. Moi j'ai raté le tour. On me l'avait proposé, j'ai raté. Ouais. Mais ouais, non, très... On match. Voilà. Alors, ça va, c'était facile. Encore un peu. Ouais, là, pour le moment, c'est facile. Après, il y aura des petits dilemmes. Un autre crush de ta jeunesse, je pense, si t'as regardé le 5e élément, Mila Jovovich. Ah ouais. Oh, bah ça, Lilou. Ouais. Lilou, ouais. Bah, match, évident. Évident, on est d'accord. Ouais, non, le 5e élément, incroyable. Puis quelle actrice aussi, parce qu'à la base, la nana est quand même juste mannequin. Enfin, je dis pas juste mannequin pour la minimiser, mais la nana n'était pas une actrice, mais le jeu, incroyable. Elle a fait plein de choses, Resident Evil et tout ça. Ouais. Ok. Grand match alors. Dua Lipa. Tu matches ou tu passes? Ah, tu souris. C'est l'amour de ma vie, ça. Très, très grand match. Elle est belle. Ouais. Ok. Un peu plus âgée. Pamela Anderson, tu matches ou tu passes? Ah, je passe. Tu passes? Pourquoi? Tu connais? Ouais, je connais bien. Je suis pas... J'aime pas ce côté bimbo. Ouais. C'est pas mon... Pas ton délire. Non. Et même quand t'étais plus jeune, à l'époque de Malibu, Alerta à Malibu, c'était pas ton délire? C'était pas mon délire. Toi, tu kiffais sur la brune? Complètement. Voilà, on est d'accord. Complètement. Ok, donc on passe. Prochaine personne, Lena Situation. Putain, elle est magnifique. Je la connais pas, mais non, elle est incroyable. Elle est belle. Elle est trop belle. Bah, c'est une influenceuse très très connue en France, notamment... non, mais je la connais, excuse-moi. En tant que personnalité. En tant que personnalité, je vois passer les polémiques, notamment sur elle. Mais ouais, non, elle est incroyable. Puis, pour le coup, elle a l'air d'avoir beaucoup de goût.
Ouais. Une fois, je suis tombé sur son Insta, je regardais, ce que je me suis dit, oh, elle a vraiment beaucoup, beaucoup de goût. Ok. Donc, On match. Sarah Almadani. Tu matches ou tu passes? Je sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est? Non. Bah écoute, c'est une très grande entrepreneuse aussi. Je t'enverrai son Instagram. Elle est très spirituelle, elle fait beaucoup, beaucoup de podcasts. Je pensais que tu la connaissais parce qu'elle est vraiment basée sur Dubaï également. D'accord. Mais je t'enverrai son contenu. Avec plaisir. Bon, donc tu matches. On match. Beyoncé. Je suis vraiment un homme facile. Alors là, je passe. Tu passes? Ouais. Alors, c'est quoi qui te déplaît? Dis-moi. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui m'a toujours mis mal à l'aise. Ah ouais. Et je trouve que ce que j'entends en ce moment sur elle et l'affaire Didi me plaît pas du tout. Ok. Et je me dis, tiens, encore une fois, mon instinct... Alors, j'ai vraiment un instinct là-dessus. J'ai fait énormément de prédictions en public de gens qui sont tombés après. Et toi, Jay-Z, c'est le prochain. Ah, Jay-Z, c'est le prochain. Ok. Mais de toute façon, c'est obvious. C'est obvious. Ils ont une énergie perverse. Mais c'est fou. Tu peux pas être ami avec un mec pendant 20 ans qui fait des dingueries pareilles et prétendre que t'as rien vu. Ouais. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Ouais. Surtout ce genre de pratique. Le mec... En ce moment, moi, je suis pas mal le procès Didi. Ouais, moi aussi, je le suis de fou. Et ça me rend malade. Ça me rend ouf, moi. Franchement, quand je vois les trucs, c'est... Et tout le monde qui a fermé sa gueule pendant des années. J'ai beaucoup de mépris pour les gens pour ça. Tu regardes son ex-femme qui est décédée mystérieusement. Tu vois, les gens avaient très très peur de lui. C'est pour ça que les gens ne parlaient pas. Tu vois. Ouais, mais elle, non. Elle te dit rien, ok. Bon alors elle, je pense que tu vas pas matcher non plus pour un peu peut-être les mêmes raisons. Jada Pinkett Smith. C'est la femme de Will Smith? Voilà, ouais. Je la déteste. Je la déteste, je la hais. Franchement, je la connais pas, hein, mais j'ai vu une seule interview d'elle où elle avoue avoir trompé son Will Smith. Entanglement avec l'autre, ouais. Je comprends pas à quel point tu peux être une pute pareil. Vraiment, vraiment le pauvre Will Smith qui est un mec tellement solaire, tellement gentil. Bon, qui, de toute évidence, a un très 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 mauvais jugement sur les gens. Ça, c'est un truc. La capacité à juger les gens n'a rien à voir avec l'intelligence, n'a rien à voir avec la gentillesse, n'a rien à voir avec le bonheur. En fait, c'est vraiment... Tu vois, il y a des gens bons en maths, il y a des gens bons à juger les gens. C'est vrai. C'est la même chose. C'est vrai. Et les gens comme Will Smith qui sont mauvais à juger les gens, il faut les protéger. Ouais. Et lui, vraiment, cet amour qu'il a pour cette connasse... Tu comprends pas. Je comprends pas. Si, je comprends, il est amoureux. Tu sais, l'amour... Mais après, tu sais, des fois, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a des gens, tu vois, qui ont grandi dans un environnement toxique et qui sont complètement déréglés par rapport à ce que est l'amour. Tu vois, qu'ils n'ont pas vraiment reçu d'amour quand ils étaient jeunes et qui se retrouvent à se penser que oui, cette façon-là dont elle me traite, c'est la même façon dont j'ai été traitée. Donc, c'est ça l'amour parce qu'ils ne connaissent rien d'autre, tu vois. Et moi, ce que je pense... c'est que par rapport à cette relation, Jada, qui est quand même très, tu vois, un peu castratrice et pas trop bienveillante vis-à-vis de son mari, parce qu'à de nombreuses reprises, elle l'a humilié en public, etc. C'est fou. Ce que je vois, c'est que Will Smith, en fait, pour lui, c'est la seule forme d'amour qu'il pense être mérité, peut-être, ou connaître par rapport à... L'humiliation en public, dans ton groupe, moi, je ne peux... Enfin, une des règles, moi, que j'instaure tout de suite, on ne dit jamais de mal en public, même en blaguant. Ouais. Mes parents, ils avaient ça aussi. Par exemple, quand ils voulaient s'embrouiller, ils se regardaient comme ça, après, voilà. Et après, behind closed doors, ils s'embrouillaient. Jamais gossiper, jamais dire de mal, jamais laisser cette porte et laisser des inconnus venir mettre de la négativité dans ta vie, quoi. Ok, donc on passe. Sorry, darling. Ok, peut-être, je sais pas, peut-être qui t'a démarché pour peut-être faire une interview ou truc comme ça. Célèbre journaliste, Élise Lucet. Tu matches ou tu passes? Alors non seulement je passe, mais... Quoi? Il y a des dossiers. Mais non, mais je la trouve horrible. Comment ça? Mais elle se prend pour une justicière. Enfin, après, je vais m'attirer les foudres. Elle va faire un complément d'enquête sur moi ou je sais pas quoi. Je vais fermer ma gueule, mais... Ouais, vaut mieux. Franchement, non, mais... moi, ces gens pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Genre, toi, tu penses qu'elle se délecte du malheur des autres pour pouvoir faire ses choux gras? Elle ne fait pas grandir les gens. Elle n'explique jamais la complexité. Elle prétend toujours être du côté du bien. Elle représente tout ce que je hais le plus au monde, à savoir ces gens qui se parent de vertu et qui sont en fait que des gros enfoirés.
D'accord, ok. qui essaient de faire des vues. Ouais. Tu vois, enfin, c'est vraiment... il y a quelque chose de tellement malsain chez ce fonctionnement-là, quoi. D'accord, ok. Et paré de vertu. Ok. Nous sommes les gens... Et d'ailleurs, ce qui est marrant, je te fais un petit Nostradamus. Je te fais un petit Nostradamus. On adore Nostradamus. Je suis sûr qu'un jour, elle va vivre son propre traitement. Tu crois? Tu verras. D'accord. Parce que je crois pas que ces gens-là arrivent à bien traiter leurs équipes. J'ai aucune info, hein, mais je suis sûr qu'un jour, tu verras sortir un article, le système Élise Lucet, comment elle a traité un stagiaire qui a été viré, machin. Et tu verras comme la machine se retournera. Ouais. Parce que je pense que dans la vie, ce que tu donnes au monde, le monde te le rend toujours. Ouais, c'est vrai, ouais. Et elle a détruit tellement de vies, tellement de trucs sous parjure d'enquête. Et en plus, moi, ça me fait beaucoup rire, parce que ils se prennent pour des enquêteurs. Ils sont pas la police, ils sont pas juges, ils n'ont aucune légitimité d'investigation. Il faut arrêter ce trip. Les journalistes d'investigation ne sont pas des gens qui ont le moindre pouvoir conféré par la société. On vit dans une société où on a besoin de demander à des journalistes de faire le travail de la justice, parce que la justice est dysfonctionnelle. Mais c'est un double dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement des médias et c'est un dysfonctionnement de la justice. Une société qui fonctionne bien, une justice qui fonctionne bien et qui n'a pas besoin de guignols à la télé qui piègent des gens avec des caméras cachées, quoi. Je vois ce que tu veux dire par rapport au fait sur la ligne éditoriale de ne pas forcément dire la vérité. Il y a eu certains influenceurs justement sur une de ces enquêtes, justement on leur a dit oui on fait une enquête sur ça et en fait après ils découvrent le titre et ils passent pour des cons en fait. Les montages sont terribles. Ouais. Non, c'est vraiment très très bas de karma. Ok. Mais après d'un côté je veux dire des fois bon c'est vrai que c'est un peu du putaclic et juste pour attirer les gens. Les enquêtes, parce que c'est vrai que tout le monde est friand de gossip, hein, que ce soit des trucs un petit peu d'argent ou d'escroquerie ou de drama, tu vois. Mais des fois, c'est bien aussi de mettre en lumière certaines choses. C'est jamais bien, parce que tu le fais... avec la mauvaise intention. Tu le fais avec la mauvaise intention. Tu prends des anecdotes pour en faire généralité. Un juge, si tu passes un jour devant un juge ou un procureur, en théorie, il est censé faire à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'il est censé regarder les anecdotes en ta défaveur et regarder les anecdotes en ta faveur. Et en théorie, s'il fait bien son travail, bon, il est humain, souvent il ne le fait pas bien, mais en théorie, il fait bien son travail, il rend la justice. Ces gens-là ne sont pas des justiciers. Ces gens-là prennent des anecdotes, prennent des éléments, les sortent de leur contexte, et rien n'est faux. Et c'est pour ça qu'il y a un rapport à la vérité qui m'énerve. C'est quand les gens disent « oui, mais c'est un fait ». Mais un fait, tu peux le présenter d'un million de façons. Les gens qui prétendent que la vérité existe sont des gens qui n'ont jamais vécu dans le monde réel. Tout élément peut avoir des milliers de dimensions. Faut voir les choses à travers un angle. Tu regardes une table, c'est pas le même angle si tu la regardes en haut ou si tu la regardes là. Exactement. Et on a tous accès à des fragments de vérité. Et c'est pour ça que moi, je souhaite qu'un jour la justice soit faite par des IA, qui, elles, pourront traiter plus d'informations de façon plus neutre, sans biais humain. Et j'espère que ce journaliste d'investigation va disparaître parce qu'il est extrêmement malsain. Et il se part de missions que personne ne leur a confiées. Quand ils disent oui, on représente l'indépendance, mais rien du tout. Et moi je vois comment je suis traité par la presse. Je veux dire, les mecs racontent n'importe quoi, mentent. Tu vois, par exemple, moi j'ai un procès où j'ai quelque chose comme 15 procédures, j'ai dû en gagner 8, j'en ai perdu 7. J'ai jamais eu un article sur un seul procès gagné. Pourquoi ? Parce que les gens sont friands de drama, ils veulent voir la chute. C'est surtout des journalistes qui veulent présenter. Ça, c'est ce qu'ils prétendent. Mais la vérité, c'est qu'un article qui dirait que j'ai gagné un procès ferait autant de likes qu'un article qui dit que j'ai perdu. Mais la vérité, c'est que les journalistes, ils aiment bien l'angle perdu, parce que c'est la narrative qu'ils ont envie de raconter sur quelqu'un comme moi. Parce qu'ils ont un agenda idéologique, parce qu'ils sont de gauche, parce qu'ils n'aiment pas l'argent, parce qu'ils n'aiment pas Dubaï, parce qu'ils n'aiment pas ce que je représente. Et donc, quand ils disent oui, c'est parce que les gens aiment... Non. Ils ont un agenda idéologique. Ils ne sont pas neutres, c'est des humains. Et tout ce qui, dans ce filtre-là, permet de grossir leur agenda idéologique est montré. Et tout ce qui permet de réduire leur agenda idéologique est ignoré. Et c'est un phénomène humain. Mais c'est un phénomène qui est scandaleux. À méditer, les amis. Vraiment.
Prochaine personne, bon, Élise Lucet, c'est un pass du coup. Prochaine personne, une star de télé-réalité française, Jazz, qui habite à Dubaï aussi. Je sais pas, peut-être que tu l'as déjà croisé. Non, je sais même pas qui c'est. Tu connais pas son mari? Sur les réseaux, il se faisait appeler I Am Billionaire. Non? Ok. Attends, si je vis un peu dans ma planète, moi. Ouais. Passe. Tu passes? Ouais. Ok. Émilie Ratajkowski. Oh là là, les yeux qui brillent encore une fois. Alors là, match. Match? Tu l'as déjà croisé quelque part ou... Oui, mais attends, raconte. Non. Tu veux pas raconter? Ok. Vas-y. Match? Suivante. Non, mais parce que si t'as la ref en vrai et que tu vois la photo. La ref en vrai est vachement mieux que la photo. Ah ouais? Ok. Elle est vraiment... En vrai, elle est mieux qu'en photo. Ok, tu sais, quand il regarde de ce côté-là. Tu sais, moi, j'ai lu le livre de Paul Ekman. Hein. Ah oui? Quand tu regardes du côté gauche, tu appelles l'hémisphère gauche et le souvenir. Quand tu regardes du côté droit, l'imagination, je sais plus c'est quel truc. Et là, l'expression de ton visage, c'était genre la nostalgie. On n'en saura pas plus. Ok, Émilie Ratajkowski, c'est un grand match. Dernière personne, Mia Khalifa. Tu matches ou tu passes? Ah, je match 10 fois. Ah ouais? Ouais. Ok. Elle est bien la photo en plus. Bah ouais, j'ai cherché une photo un peu plus habillée, j'ai pas trouvé. Du coup, ouais, Mia Khalifa. La peau, elle a pris cher. Mais... Elle a pris cher, hein. Une Libanaise qui fait du porno, bon. Ça pouvait pas bien finir. Tu sais que j'ai même pas fait exprès. Ouais, elle est libanaise. J'ai même pas capté, ouais, c'est vrai qu'elle est libanaise. Moi, je suis un très grand fan. Elle a fait un morceau de musique avec un ami, Saint-Levant. Ouais, je l'ai vu, ouais. Enfin, elle était dans son clip plutôt, non? Ouais, elle a chanté dedans, elle était dans son clip, ouais, j'ai vu, ouais. Ouais. C'est bien qu'il l'ait mis un petit peu en valeur comme ça, qu'on la voit autrement. En plus, elle est incroyable la chanson. Ouais. Elle parle... Quand tu es de la région, elle parle vraiment cette chanson. Ouais. Ouais, tu t'es foutu de la gueule de mes ongles et maintenant tu me demandes un boulot. Ouais, c'est ça. Cette punch, elle est incroyable. Ouais. Mais ouais, elle, ouais. Ouais, Mia Khalifa, tu kiffes? Ouais, Mia, quand elle veut. Quand tu veux, Mia Khalifa, ok, c'est dit. Alors, mon cher Oussama, là, on passe à la dernière partie du date, en fait. C'est le dessert. On s'embrasse, c'est ça? C'est le moment où on va manger le dessert. Ah, le dessert. C'est déjà bien, non? Un petit truc sucré. Alors, je t'explique. Tu as un dessert qui est la petite cacahuète, c'est le bon dessert. Et l'autre, c'est le dessert piégé. C'est des trompe-l'œil donc, qui ont été faits par Maison Azalée. Merci à eux d'ailleurs, parce qu'ils nous ont donné ça ce matin. C'est très mignon. Le dessert de la mangue, il est piégé. Tu vois? Donc, tu vas répondre aux questions. Et tu vas... Attends. Non, mais je coupe juste pour voir l'intérieur. Tu vas voir l'intérieur? Ok. Ok, j'ai compris. T'as compris? T'as compris ce que c'était? Voilà. Alors, en fait, je t'explique. Je vais te poser des questions très, très, très indiscrètes sur ta vie personnelle. Soit tu réponds et tu continues à manger ta petite cacahuète. Soit tu veux un joker et tu veux pas répondre. Et je dois manger ça. Et maintenant que je sais que tu as quelques sujets tabous, parce que tu peux être en roue libre et avoir des sujets tabous, tu seras obligé de manger la cacahuète. Ok? Let's go. Let's go. Allez, c'est parti. Première question. As-tu déjà flirté avec une célébrité? Et si oui, tu dois dire son prénom. Alors, un prénom, ça va. C'est pas un prénom et un nom de famille. Ah, bien sûr. Donc ça va, tu peux dire un prénom, genre. Oui, Christine. Oui, et Christine. Ok, Christine. Oh mon Dieu. Tu veux dire le nom ou non? Non, tu m'as dit un prénom. Ouais, j'avoue, j'ai dit un prénom. Mais si jamais tu veux te confier à nous, Christine and the Queen? Non. Autre question. Oh bah, là, je sais pas si tu vas savoir y répondre du coup. Franchement, sans jugement. Hein. Ouais, quel est ton body count? Ah, voilà. Je savais qu'il allait pas pouvoir répondre. Ok. Quand on aime, on compte pas. Dessert piégé. Ça va? C'est parce que t'as pas mangé le morceau qui était très piégé. Ok. C'est quoi, c'est Larissa? Non, oui, un peu, mais ça va. Ça va, ça passe? Ça passe. Ok. Remange alors. De piéger? Bah ouais. Sûr. Toi, l'épicé, ça te... Oui, je prends un peu plus d'harissa. Là, c'est la différence. Non, là, tu la sens, Larissa. Ah, là, tu la sens, Larissa.
T'as le seum. Je pas ça, mais c'est... Ok, non, mais il a pas répondu. Ok, bon. Ah mince, je t'ai déjà posé la question, mais peut-être je couperai avant. As-tu déjà eu une histoire avec une femme beaucoup plus âgée que toi? Oui. Ouais. Quand j'étais étudiant, j'ai une prof. Mais non. Ta prof de quoi? C'était une prof de philo. Prof de philo. Et comment ça s'est passé? Comment t'as réussi à la séduire? Enfin, je veux dire... Bon, je sais pas, ça s'est passé. Enfin, on parlait beaucoup, puis un jour on parlait en dehors des cours, puis un jour... T'étais mineur ou... Pas du tout. J'avais 22 ans. Ok. Non, oui, non, c'était pas... Et donc, vous avez parlé philo on the pillow. Oui, we did philo on the pillow. Talk. Pillow talk, ouais. Ok. C'est très indiscret, ça. Ouais. As-tu déjà eu des relations intimes avec plus de 2 personnes en même temps? Oui. Ah ouais? Combien? Quand on aime, on compte pas. Ok. Je fais 3, 4, 5, 6, Mais non. 7, 7? 8, 9. Mais non, je peux pas te croire. Si, moi aussi, j'ai déjà fait des orgies. Ouais. Des orgies? Et ça se passe comment, l'organisation? Écoute, enfin, celle où il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était un truc à Berlin. Parce que, À Verdun? à Berlin. Berlin sont vachement dans... La kinky scene de Berlin est vachement dans ces tripes-là. Ok. Et donc, c'était une grande maison. Une grande maison avec des grandes fenêtres bien camouflées. C'est l'inverse. C'est Berlin, ouais, tu sais. Donc, ils ont pas... Moi, je suis jamais allée à Berlin. J'étais à Munich, mais pas à Berlin. Bah écoute, je connais pas du tout. Je te conseille un truc, va à Berlin. On va faire des orgies à Berlin. Non, mais fais une expérience, va au Kit Kat Club. Mais non, mais moi, je vais être mortifiée, je vais pas avoir un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe au Kit Kat Club? Personne va te sauter dessus, tu sais. Non, mais c'est quoi le Kit Kat Club? Kit Kat Club, c'est un lieu berlinois extrêmement légendaire. Parce que c'est un sex club, mais qui n'est pas un sex club. C'est un endroit assez casual où les gens vont faire la fête. D'accord. Et il s'avère que très souvent, dans ce club, les gens font l'amour en public. Mais non. Et les gens, ils boivent leur verre et ils regardent. Voilà, exactement. Si. Wow, mais tu pourrais pas faire ça à Paris, parce qu'à Paris, ça tournerait mal. En fait, je t'explique. Moi, j'ai un pote, il a une... Je cherchais un endroit pour faire des interviews il y a, je crois, 4-5 ans. Je n'avais pas de lieu et tout ça. Il n'y avait pas encore tous les studios de podcast et tout ça à Paris. Et il m'a dit, t'inquiète, moi, j'ai un club. Le soir, c'est un club échangiste. Mais la journée, il est vide. Donc, si tu as besoin de l'utiliser, viens. Et donc, j'y suis allée. Mais c'était genre, ça commençait, les gens, ils commençaient à arriver dedans. Et il m'emmène au dernier étage. Et je suis rentrée, c'était genre les tapisseries en velours rouge, un grand lit avec des lianes en menottes et tout. Et moi, il me montre le fauteuil justement où j'étais censée faire des interviews. Et après, j'ai regardé le fauteuil et moi, je suis très sensible, je suis hyper sensible, je sens toutes les vibes, tu vois. Et je sentais l'énergie dans la pièce et tout, j'étais là. Ça, c'est une énergie trop, comment dire ? Ça se voit, ils ont bien calé sur le fauteuil, tu vois. Donc en fait, j'étais là. Non, je pense que je vais pas faire là. Et au moment de sortir, ils me montraient justement, il y avait plusieurs pièces, il y avait des balançoires, des trucs comme ça. Mais non, mais moi, je peux pas. Je ne pourrais même pas voir des gens copuler en face de moi. Tu sais que moi, ma famille, quand on regardait des films, il y avait des gens qui s'embrassaient, ils me mettaient ça, ils me mettaient la main sur les yeux. Mais toute ma vie, ça. Mais après, bon, je suis pas une gamine, maintenant, je regarde. Voilà. Mais... Histoire vraie, je suis allée voir le film parce que tout le monde parlait de 50 nuances degrés quand il est sorti au cinéma. Je vais voir ce film-là. J'étais tellement mal à l'aise, j'étais avec un pote à moi. Même lui, il était mal à l'aise. 15 minutes, on s'est regardé. On s'est dit, on s'en va? Ouais, on s'en va. C'était, je sais pas, je t'ai dit, comment je suis conditionnée. Moi, je suis trop... Justement, c'est pour ça que Kit Kat, c'est intéressant. Donc, c'est quoi la signification derrière ça? Kit Kat, c'est différent parce que les Allemands sont... Tu peux pas avoir le niveau de respect en France que tu as en Allemagne. Ok. D'abord, ils ont un truc qui est la Free Body Culture, qui est l'idée que le corps est libre. Ok. Par exemple, si tu vas dans un sauna en Allemagne, tout le monde est nu. Ok. Mais tu emmènes les enfants, tu vois, c'est naturel. Il n'y a pas ce tabou derrière. Il n'y a pas ce tabou. Okay. Donc,
quand tu es dans ce genre de club, le niveau de respect est très 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 élevé. Personne te... Tu vois, dans un club échangiste en France, si tu vas dans un club échangiste, on s'attend à ce que tu fasses ça quand même un peu. Alors les gens sont très respectueux dans les clubs échangistes, de ce qu'on dit. Ouais. Mais normalement, tu vas pas pour coller des gommettes, quoi. Alors tu peux regarder, mais... Pour coller des gommettes, je me suis dit cette expression, c'est grave mignon. Pour enfiler des perles aussi, ok. Ni les gommettes, ni les perles. Okay. Mais alors que Kit Kat Club, c'est un club normal. Donc on s'attend à rien. Et donc ça donne cette espèce d'ouverture sur ce monde un peu bizarre, fétichiste allemand. Okay. Et c'est vrai que Berlin est une... Si je commence à te raconter des histoires berlinoises... Mais raconte au moins une, au moins la plus insolite. Tu m'as demandé le nombre maximum. En fait, j'étais dans une maison, il devait y avoir 300 personnes. 300 personnes? Ouais. Et il y avait une pièce qui était un sol transparent. Mais non. Et donc quand tu étais dans la pièce en truc, tu regardais comme ça, tu voyais tous les corps au-dessus. Tu voyais des... Ok. Il devait y avoir, je sais pas, 60 du personnes. Du fluide, tout quoi. C'est la vie, hein. Waouh. Mais okay. ouais, non, Et ça t'a pas choqué, genre? Ça t'a pas traumatisé, ça? Moi, il n'y a rien qui me traumatise, il n'y a rien qui me choque. Encore une fois, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur le fait d'être souillé ou pas souillé. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Propre ou pas propre. Si tu as une vision élégante de ce genre de choses et que tu as une vision un peu sacrée de ce genre de choses, tu le vis pas comme ça, en fait. C'est vrai. Tu le vis comme quelque chose où les gens... de beau, en fait, c'est de l'art. Très beau, ouais. C'est une forme d'art. C'est une forme d'art. C'est une forme d'onérisme, ouais. Impressionnant, 300 personnes. Ouais, ça c'était marrant. Wow. Mais on est in Berlin, tu vois, Et moi qui pensais que c'était Amsterdam, la ville un petit peu... Différent, c'est un peu trash, Amsterdam. C'est pas... Berlin, c'est très très spécial. Très spécial? Il y a une vibe unique au monde à Berlin. Ok. Ok. D'ailleurs, Kit Kat Club, le videur est un mec qui me fascine, moi. Ouais. Parce qu'il te regarde dans les yeux en une seconde et il détecte si t'es prêt à rentrer ou pas. Ah ouais? Ouais. Parce qu'ils veulent pas de gens à l'intérieur qui soient des voyeurs. Et ils veulent pas de gens qui soient mal à l'aise aussi. Ouais, ils veulent des gens qui sont dans le respect et l'harmonie, quoi. Donc lui, il a un travail très dur. Hein. Ouais, j'imagine, profiler en quelques secondes, il doit sentir ta vibe. Ouais, okay. Moi, la première fois que j'étais à Kit Kat, je me suis fait refuser. Ah ouais? J'étais pas dans la bonne vibe pour y aller parce que j'étais curieux et excité. Ouais, t'étais curieux et excité, ok. Et je suis tombé amoureuse d'une fille qui a carrément un tatouage Kit Kat sur la jambe. Ok. Qui est une figure du lieu. Hein. Genre, les gens à Berlin la connaissent. Ok. Et elle m'a amené, elle m'a fait rentrer et tout ça. Et c'était fou parce que le mec se souvenait de m'avoir refusé genre 1 an avant. Mais attends, il t'a vu une fois et c'est souvent. Ouais, mais le mec, attends, c'est des dispositions spéciales. Et on a beaucoup discuté. Parce que moi, j'étais très intrigué professionnellement. Bah ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Comment tu évalues? Comment tu juges? J'ai dû parler 2 heures avec lui. Une des conversations les plus intéressantes professionnellement que j'ai eues. Ouais, j'imagine, ouais. Parce que c'est très important de... Moi, je suis dans un métier où, tu vois, en dehors des dessins animés, j'ai investi dans des boîtes, etc. Et savoir jauger la nature humaine, c'est une capacité très importante. Ouais. Ouais. Et ces gens-là ont plein de choses à nous apprendre. Je voulais même l'inviter sur un podcast, mais il est trop timide, il voulait pas. Il disait, oh, I have nothing interesting to say. Je dis, ça fait juste 2 heures qu'on parle ensemble, ouais, ok. Yeah, ok, but... ouais, non, c'est grave intéressant, ok. Bon, ben 300, ok, Kit Kat Club. C'est insolite quand même, comme anecdote. As-tu déjà embrassé un homme? Si oui, dans quel contexte? J'ai embrassé un homme célèbre. Ah ouais, célèbre. En plus, lui, il fait pas dans la... Tu vois, c'est pas genre... Quand j'étais en première année de fac, j'ai embrassé un homme qui s'appelle Éric Vuillard, qui a écrit des livres. Bon. Et le contexte, c'était un pari perdu. Un pari, ouais. Dans un jeu. J'ai lui fait un bisou. Mais ça me fait rien, en fait. Je comprends pas trop ces trucs de... En fait, tu vois, les gens sont vachement en mode... ça fait gay, je sais pas quoi. Enfin, moi, je sais que je suis pas gay, donc je peux embrasser qui tu veux, en fait. Ouais, voilà, ouais. Je trouve qu'il faut avoir quand même beaucoup d'insécurité pour se sentir tellement... Moi, souvent, des fois, j'ai des amis qui sont « Oh, mon Dieu, t'as fait ça !» Je dis « Mais c'est chelou que t'aies aussi peur, en fait. T'es sûr que t'es pas bi ?» Ouais, ouais, bah ouais, parce que on dirait que t'as peur que si tes lèvres, elles touchent, bah, immédiatement, tu passes de l'autre côté, t'es contaminé par le zombie gay, tu sais. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est qu'un bisou, quoi. C'est qu'un bisou, rien à foutre. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. La plupart des gens, ils sont... Ouais.
Il jump to conclusion. Tu sais que des fois, j'ai du mal à parler français, je trouve. Pas de problème. Ok, toi qui es quelqu'un de très sensible, lequel de tes sens est le plus en éveil quand tu partages un moment charnel? Je t'ai dit, moi, je suis un fada de dirty talk. Ah ouais? Ah ouais? Moi, j'ai besoin qu'on... Qu'on t'insulte? Non, pas forcément dirty talk, c'est pas forcément insulte. C'est quoi dirty talk? Les insultes, d'ailleurs, ça m'intéresse pas beaucoup. Je suis pas du tout dans ce trip-là. C'est quoi le dirty talk? Non, dirty talk, c'est tu parles, quoi, avec sensualité, tu cries, tu as l'air de prendre du plaisir. J'adore le son, en fait. Ah, d'accord. Donc, et t'aimes bien quand, par exemple, si la femme, elle a un orgasme, elle hurle? Ah, ça, j'adore. Ça, c'est mon trip, ça. Ok, d'accord, ok. J'aime qu'on... Donc, t'aimes être vocal, t'aimes parler pendant le truc. Puis j'aime parler pendant le truc, tu vois. Ok. C'est évident, j'adore parler. Et puis, tu sais, quand j'étais petit, ma mère en pouvait tellement plus. J'étais un enfant qui parlait à une quantité invraisemblable et elle ne savait plus quoi faire. Je pense qu'elle était vraiment au bord de la crise de nerfs, en fait. Parce qu'en fait, t'imagines un enfant qui te parle non-stop. Qui te pose tout le temps des questions, parce que l'enfant... Non, mais c'est encore les questions. Encore qui parle. Ah ouais. Ma mère me disait, je me réveillais le matin, je me mettais à parler, et puis je parlais jusqu'au moment où... Et je parle dans mon sommeil, moi. Donc la nuit, je parlais aussi. Ah ouais. Et donc, elle n'en pouvait plus. Et à un moment, elle a trouvé une technique, c'était de me mettre chez le coiffeur tous les samedis. Donc elle me déposait chez le coiffeur le matin. Et je restais toute la journée chez le coiffeur à parler avec tout le monde. Trop bien. Et le soir, elle me récupérait, j'étais crevé, et elle me ramenait dormir. Okay. Je fais ça de l'âge de 6 à 9 ans. Je passais des très très bons moments chez le coiffeur. Trop bien. C'est vraiment l'endroit des gossips, c'est chez le coiffeur. Hein. Exactement. Ok. As-tu déjà attrapé une MST? Oui, de toute façon, ouais. Forcément, ça arrive à tout le monde. Après, c'est un sujet, quand tu es polyamoureux, tu fais des thèses. Ah ouais, c'est ça aussi. Comment ça se passe? Vous vous protégez toujours? On se protège toujours, et puis moi je fais une prise de sang tous les mois, et je fais un frottis tous les mois, et un test urinaire tous les mois. Tous les mois? Ouais, minimum. Ok, d'accord. Bah, il y a un moment, tu sais, quand tu as une vie libre, ok. Tu peux pas être parano non plus, mais bon, il faut faire très attention, et les gens sont fous là-dessus, tu vois. Mais je veux dire, quand on est polyamoureux, c'est quoi la fréquence des relations intimes? Ça veut dire que genre, tu peux tous les jours, en fait, vu que tu as plusieurs amoureuses en vrai. Ouais, complètement, ouais. Ah ouais? Ouais. Ok. Après, moi, j'ai un très grand appétit, donc... Tu es insatiable? Je suis pas insatiable, mais j'aime ça, quoi, donc... ok. Enfin, tu vois, je trouve ça sympa. Ok. Puis je trouve ça ludique, en fait. J'ai un rapport extrêmement ludique au sexe. Je trouve ça... je trouve que les gens mettent beaucoup de complexité là-dedans, alors qu'en fait, ça peut juste être charmant, joyeux, simple, drôle, sans performance, tu vois, c'est un truc de connexion, c'est un truc de danse, c'est un truc d'énergie. Ok. C'est pas le truc... soit les gens lui apportent trop de... Je reproche, soit les gens le salissent trop, soit lui apportent trop d'importance. C'est genre, c'est l'énergie unique. Non, calme-toi. Bah oui. Je pense que c'est un truc ludique que la nature a créé pour nous donner envie de nous reproduire. Ouais. Et on a hacké le système en se reproduisant plus et en continuant de jouer. Voilà, ok, d'accord. Est-ce que tu regardes des films X avec tes copines? Ouais, j'aime bien. Ah ouais? Ah ouais? C'est quoi qui te plaît là-dedans dans ce truc? C'est une pratique parmi tant d'autres. D'accord, ok. Et je trouve ça marrant parce que le porno, c'est un sujet un peu compliqué parce que... Ouais. En fait, c'est comme tous ces sujets complexes qui sont simplifiés par tout le monde. D'accord. Le porno fait par des gens qui n'ont pas envie de faire de porno et qui exploitent des gens, c'est odieux. Bien sûr. Maintenant, il existe des formes de porno plus éthiques que d'autres. Donc en tant que consommateur, c'est aussi à toi de faire attention de ce que tu consommes. Ensuite, le porno, c'est quand même l'expression de choses un peu extrêmes que tu n'oserais pas forcément avoir dans ta vraie vie, etc. Et qui font partie de l'ordre du fantasme. Okay. Mais quelqu'un qui consomme du porno tous les jours finit par sombrer dans un monde qui n'est pas véritable. On est d'accord, ouais. Et donc, tu vois, tous ces mecs qui sont là à dire le porno détruit ta vie. Non, c'est pas le porno qui détruit ta vie, c'est l'excès de porno qui détruit la vie, comme l'excès de tout, en fait. Ouais, et le poison est dans la mesure. Et en fait, c'est terriblement dur d'expliquer cette pensée complexe aux gens, parce que c'est pas en interdisant le porno qu'il y aura plus de problèmes, c'est en ayant une consommation... Et c'est comme tout, en fait. Ouais. Si dès que tu as besoin d'être excité, tu as besoin de porno, bah, ta vie va être
compliqué. Si une fois de temps en temps tu regardes un film avec tout seul ou avec ta compagne pour un moment avec toi ou un moment, et bah ça fait partie de la palette des trucs et c'est des palettes qui existent depuis toujours. Hein. Les Romains allaient en couple, ils allaient au théâtre, voilà, c'est vrai, à Pompéi, dans les maisons closes, sur les murs, il y avait des représentations pornographiques. Les Japonais ont un art pornographique hors du commun. Une des rares collections, je collectionne peu de choses, mais je collectionne les livres érotiques japonais. Même en Inde, le Kama Sutra. Le Kama Sutra, etc. Mais moi, en fait, ce qui me dérange avec le porno, je vais être trop transparente avec toi, c'est l'accès qui est trop rapide pour les enfants, quoi. Enfin, je veux dire, à 7-8 ans, qui se retrouvent sur des sites, machin, et qui pensent que maintenant, c'est ça l'amour, en fait. Moi, c'est ça qui me rend folle, quoi. Non, mais moi, ça me rend fou. Mais vraiment, c'est pas compliqué de simplement mettre que l'accès au site porno nécessite une carte bleue, même si c'est gratuit. Une carte bleue, c'est la seule chose que tu peux avoir en étant adulte. Et si un enfant te vole ta carte bleue et que tu vois porno, tu le sais. Donc, ce serait pas compliqué de protéger la jeunesse. Mais ces enfoirés de même les adolescents, c'est ça le truc. Parce que quand tu vas au collège ou trucs comme ça, qui pensent que c'est ça l'amour, non. Mais c'est un scandale. En fait, cette manque d'énergie qu'on met à protéger la jeunesse, moi, ça m'en fout. Tu vois, par exemple, c'est un peu comme les histoires de cours de sexualité. La dernière fois, je regardais un manuel de sexualité d'un enfant, là. Tu te dis, mais quel scandale, enfin. Maintenant, les manuels d'éducation sexuelle qu'on donne aux enfants sont scandaleux. Tu vois, on explique aux enfants la fellation, les pratiques anales, etc. Les enfants n'ont rien à foutre. À quel âge? 5 ans, 6 ans. Ah ouais? Je savais pas que c'était dans les manuels scolaires. Moi, j'avais vu un truc. Et en fait, il faut arrêter. Il y a un moment, le temps de l'enfance est un temps sacré. C'est un temps dans lequel tu n'as pas besoin de pollution mentale. Et en tant que société, on devrait protéger les plus jeunes. Il y a Manuel Ferreira, l'acteur porno. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Je regarde pas. Tu devrais regarder parce que c'est l'acteur préféré de toutes les femmes. Tu sais que c'est l'acteur qui a le plus de succès que les femmes. Je suis pas à l'aise avec ça, moi. Bon, invite-le en interview. Mais arrête, c'est un mec incroyable. Vraiment, c'est un des mecs les plus incroyables. Et récemment, dans un podcast, il a dit qu'il fallait demander une carte bleue. Mais je suis trop d'accord avec lui. En plus, c'est facile de demander une carte bleue. Pas forcément payant, c'est juste une carte bleue. Juste une carte bleue pour prouver ton âge, en fait. À quel âge tu as eu ta première fois? 13 ans. Ah oui, forcément, avec la brésilienne, tu l'as dit tout à l'heure. Et quel est ton plus grand fantasme que tu n'as pas encore réalisé? Sache que, on se doute bien que tu as réalisé énormément de fantasmes, mais est-ce qu'il y a encore un autre fantasme que tu n'as pas encore réalisé? J'en ai plein. En fait, je trouve que le fantasme, c'est comme un muscle. Et entretenir ta boîte à fantasmes, c'est hyper important pour être heureux dans la vie. Et donc, moi, j'ai une note sur mon téléphone où je note des fantasmes en permanence. Et je travaille comme des projets professionnels, je mets des deadlines, je mets des sélections. Mais c'est bien de mettre une date à chaque rêve que tu as parce que ça le rend beaucoup plus concret. Exactement. Et donc là, en l'occurrence, ton prochain fantasme, c'est quoi? Alors, si c'est pas trop indiscret, parce que c'est vrai que... En fait, je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai plus de fantasmes de pratique parce que je pense que j'ai tout fait. Je vois pas quelle pratique je pourrais faire. Surtout, je suis pas amateur d'extrême. J'ai pas envie de me faire fouetter, j'ai pas envie de me faire humilier, j'ai pas envie. Souvent, les gens riches et puissants tombent dans le BDSM. C'est vrai, parce qu'ils ont besoin d'un endroit où ils se sentent vivants. Moi, j'ai pas ça. Je me sens très vivant, je suis très heureux. Et encore une fois, j'ai un rapport extrêmement ludique. Donc moi, c'est surtout des trucs ludiques que j'ai envie de faire. Et donc, je suis arrivé à un stade de ma vie où les plus grands fantasmes sont des scénarios. Et donc, je travaille énormément à créer des scénarios de fou. Donc, tu vois, par exemple, j'ai un trip avec un ami qui s'appelle les moments 5 sens. Les moments 5 sens, c'est comment tu crées de façon réfléchie un moment dans lequel tes 5 sens sont au top. Donc, le goût, le toucher, l'odorat, la vue. C'est quoi le 5e sens? Le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe. Et donc, j'ai comme ça des photos d'endroits où faire l'amour, où ces 5 sens, tu vois, par exemple, désert, nuit étoilée, musique électro, thé
petit peu parfumé et quelqu'un sur toi. D'accord, ok. Tu vois? Okay. Donc ça c'est un moment 5 sens. En plus, en ce moment, dans les Émirats, dans le désert, tu as la Voie lactée. Donc il y a des endroits où tu peux gaslight, starlight la Voie lactée. Trop bien. Je sais pas, par exemple, Mont Fuji, Jazz, voilà. Une belle... voilà. Qui regarde le Mont Fuji. Okay. Donc voilà, donc tu vois, en fait, et je trouve que les gens mettent pas assez d'intention et d'art dans leur vie. C'est intéressant, en fait, ta façon de tout visualiser à la précision. Ouais, c'est pas compliqué de mettre de la poésie dans la vie, en fait. Ouais. Et en fait, tu sais ça, les moments 5 sens, c'est des moments où la plupart des gens dans mon entourage, mais des années plus tard, ils en parlent encore. C'est fou, hein. Parce que tu crées l'intention de vivre un moment intense où tout va être construit, parfait, etc. Et donc, en fait... et alors, il y a un truc que moi j'adore faire. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les femmes. En tout cas, je constate que les femmes qui sont attirées par moi, en général, sont très très attirées par le fait que je prenne des décisions. Et donc, par exemple... Ça attire un homme qui prend les devants, qui prend des décisions. Et donc, par exemple, moi, je demande jamais à mes amoureuses où elles veulent aller en week-end, ce qu'elles veulent manger, comment elles s'habillent. Tu vois, ça m'arrive très souvent de faire des surprises en mode il y a une robe sur le lit que je t'ai achetée, il y a le bijou qui va avec, la lingerie qui va avec, tu viens à un endroit, il y a à manger, je sais ce que tu aimes, t'as pas à réfléchir, et je vais te faire rentrer, tu vois, je vais créer une fenêtre dans ta vie où d'un seul coup, bah, tu vas être pris en contrôle, en fait. Ok, nickel. Trop bien. Et ça, bah, ça plaît beaucoup à mes amoureuses. Ouais. Bah, prenez des notes, messieurs, parce que c'est bien, donc, hein, franchement, c'est tout ce que les femmes... Et donc, d'un seul coup, et donc toi, en tant que chef d'orchestre de ces moments-là, de cette logistique, je trouve que moi, ça me donne un sentiment de puissance qui m'exalte, en fait. Ouais, ok. Tu vois, même la satisfaction de faire plaisir à l'être aimé, des fois, c'est encore mieux que de la donner que quand toi, tu la reçois. Tu vois, de savoir... Moi, je suis comme ça aussi. Moi, j'aime trop faire des petits cadeaux. Des attentions, des cadeaux, des machins. Tu vas venir là, il y a ça qui va t'attendre. Moi, c'est trop mon truc et tout. Et des fois, même... genre de savoir que la personne, ben, tu l'as fait battre son cœur et qu'elle a été contente et tout, ben, c'est encore mieux que si toi, tu reçois un cadeau. Exactement. Ok, mais sur ces belles paroles, ça m'a fait trop plaisir d'avoir ce date avec toi, Oussama, c'était trop bien. Merci à toi. Et bah, tu reviens quand tu veux, avec plein d'anecdotes. Bon, bah, trop bien. Ok. Et vous, je vous dis à très très bientôt, et j'espère que l'émission vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller suivre Oussama, et de raconter vos anecdotes aussi de love en commentaire. Je vous embrasse. À bientôt.